Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Philippe Arondel parmi nous, bonsoir, qui vient très régulièrement nous présenter ses livres et ses réflexions. Ce soir, nous sommes justement dans le cadre d'une réflexion exploratoire. C'est ainsi qu'on a défini cette conférence. Nous avions parlé de ce mouvement qui existe aux États-Unis, de gens par millions qui quittent leur travail. Alors on se demande si c'est un mouvement qui va se développer, pour quelles raisons il s'est développé aux États-Unis. Et j'ai demandé à Philippe, qui est un observateur avisé des mouvements sociaux depuis très longtemps, et qui a une forte capacité à prédire les évolutions, merci, cher Philippe, je lui ai donc demandé d'examiner ce phénomène afin que nous puissions en discuter. Cher Philippe, vous avez la parole. Bonjour à tous, il y a moins de monde que d'habitude, mais c'est pas grave, pas de problème. Oui, quand on en a parlé, d'abord, préalablement, je voudrais dire que c'est quand même complexe parce que c'est un sujet qui convoque d'autres sujets, ça s'entremêle, ça se chevauche, quelquefois c'est contradictoire, c'est dans le fond, en gros, ce qu'on pourrait appeler le rapport au travail dans nos sociétés. Les États-Unis, la grande démission, mais aussi en France, on s'en aperçoit, d'autres pays aussi, mais évidemment le cas américain est quand même plus intéressant, même si je parlerai beaucoup aussi de la France, que je connais quand même mieux que les États-Unis. Il se trouve qu'on a beaucoup d'informations sur les États-Unis, je vais le dire en préalable. Là, j'ai sous les yeux, il y a un journal que je ne citerai pas, mais qui publie, qui est quotidien et qui publie 4 pages dans sa deuxième partie, qui sont des traductions du Wall Street Journal. Et je dois dire, c'est tout à fait passionnant, parce que c'est vraiment des textes américains, traduits, assez bien traduits, et on a beaucoup finalement d'informations. Alors après, je vais de côté l'idéologie du Wall Street Journal, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait ce qu'on croit. Je ne pense pas que ce soit un journal libertarien ou ultra-libéral quand on lit les textes. Bon, c'est un journal libéral qui ne s'en cache pas. Et ce qu'on y apprend est très intéressant. Alors, on a commencé d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que des articles ont commencé, c'était l'été dernier. On a eu des articles qui paraissaient dans toute la presse, dans les échos, on a commencé à avoir grandes émissions, etc. Il y a toute une série d'articles. Et ça n'a cessé de continuer. Et alors, si vous voulez, pour introduire, je me suis dit, le mieux, c'est de lire les quelques lignes d'un article. C'est février, hein, c'est un vieux. Ça pose le problème tout de suite. D'ailleurs, c'est très difficile de savoir ce qui se passe réellement, je ne le dis en passant. Voilà, alors, voilà ce qu'écrit les journalistes du 3 février. C'est 3 février 2022. 4,4 millions en septembre, 4,5 millions en novembre, 3 petits points. Mois après mois, les employeurs, les économistes, les autorités voient tomber des records. Pour la seule année 2021, ce sont au total plus de 40 millions d'Américains, alors je ne sais pas d'où ils sortent les chiffres, hein, qui pourraient avoir démissionné de leur emploi. Et un sondage de décembre, donc de 2021, à la fin de décembre, révélait que près d'un quart des Américains envisageaient de quitter son poste dans les 12 mois à venir. Alors bon, les chiffres, on n'explique pas d'où il a tiré les chiffres, on va savoir exactement, c'est tout à fait énorme. Et ce qui est assez amusant dans les premiers articles, je vais dire un mot là-dessus, ça m'a fait mourir de rire, c'est pas drôle, mais c'était où sont-ils passés c'est vrai, comme le film à 120e section, on s'est perdu. Où sont-ils passés? Est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce qu'ils sont sortis comme ça? On ne savait pas où étaient passés ces gens. C'est après que finalement, statistiquement je parle, hein, est-ce qu'ils sont inscrits pour être pauvres, pour avoir telle allocation? On ne savait pas très bien. C'est progressivement qu'on a commencé à savoir ce qui se passait. Alors je vais commencer par là. Si vous voulez, le début de l'exposé, c'est sur les faits que j'ai pu collecter. Je ne suis pas syndicaliste américain ou capitaliste américain. Donc les faits, c'est qu'effectivement, il y a ces chiffres, et il y a des gens qui ont commencé à partir très très vite, parce qu'en Amérique, nous n'avons pas eu le phénomène que nous avons eu en France, de chômage partiel, même d'une nouvelle loi très vite qui a été prise, nouveau texte, je ne sais pas si c'est une circulaire ou une loi, je ne me souviens plus bien, mais peu importe, sur le chômage partiel, il y a de longues durées, voilà, c'est ça, je crois que ça s'appelle comme ça, et donc on a eu très vite, contrairement à 2008 d'ailleurs, on a eu beaucoup de chômage. Bon, et en plus, évidemment, payé, j'en parlerai tout à l'heure, bon, dans un certain nombre de cas, ça fait 85% à peu près de salaire que vous touchez, un peu plus, il y a des entreprises qui interviennent. Bon. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Les gens se sont retrouvés d'une certaine façon au chômage. Mais alors, ils se sont retrouvés au chômage de façon bizarre pour les États-Unis, c'est que, bon, il y a quand même des filets de sécurité qui sont quand même faibles, mais il y a des filets dans les États, au niveau fédéral, mais d'un seul coup, il y a eu des aides.
Et même sous trompe, il faut bien le dire, vous n'avez pas en face de vous un trompiste, c'est moins qu'on puisse dire, ou un pro-trompe, mais même sous trompe, dès le mois de décembre 2020, on a eu, novembre-décembre, avant que Biden le fasse aussi, on a eu un certain nombre d'aides qui ont été consenties par semaine. Il y a eu un peu d'argent par hélicoptère, comme on dit, la fameuse thèse, je ne sais plus comment s'appelle, la jeune femme économiste qui a parlé de ça, c'est-à-dire que les gens ont vu créditer sur leur compte bancaire, d'un seul coup, l'argent est arrivé. Ce qui est quand même très rare aux États-Unis. Très rare aux États-Unis, même au moment du New Deal, ça ne se passait pas tout à fait comme ça. Donc ils se sont trouvés dans une situation assez bizarre, ils étaient au chômage, il y a eu des aides fédérales, des aides des États, et donc, d'un seul coup, excusez-moi de dire ça, c'est un peu paradoxal et je ne veux pas non plus, mais j'allais parler d'afflux d'argent, tout est relatif. Donc ils se sont trouvés avec de l'argent, certains qui n'avaient pas beaucoup d'épargne, comme ils ne pouvaient pas, comme chez nous, si vous voulez, non plus consommer comme ils le voulaient, certains se sont retrouvés avec des sommes d'argent avec lesquelles ils n'étaient pas habitués. Et il s'est trouvé un phénomène, je pense que cet exemple le premier, c'est vraiment purement matériel, ils se sont retrouvés avec un peu d'argent, et il paraît que dans toutes les études que j'ai lues, ça a changé quand même exactement une sorte de rapport psychologique, bien sûr, au travail. C'est une évidence, je crois qu'on ne peut pas le nier, même si ce n'est pas la seule raison. Et ça leur a permis, deuxième raison, ça leur a permis d'avoir un nouveau rapport au travail, je disais, c'est-à-dire de pouvoir soit quitter leur emploi, soit le quitter. Alors, est-ce qu'ils démissionnent? Alors, je me projette sur le mot démission en français, parce qu'il y a la démission, je démissionne de mon travail, mais aussi une sorte de démission au regard des problèmes en général dans la société. On peut penser aussi que les États-Unis s'impliquent assez dur socialement, au contraire, s'impliquent assez dur socialement, et si Trump avait développé toute une logique protectionniste, il restait à l'intérieur très libéral. La politique fiscale de Trump est une politique libérale classique, on essaye effectivement de détaxer un certain nombre de gens, et plus vous avez d'argent, plus vous êtes détaxé. Bon, il mélangeait ça avec un protectionnisme, donc c'était certainement pas, en termes de libre-échange, un vrai libéral, c'est la politique républicaine qui l'a fait. Alors, je ferme la parenthèse. Donc les gens se sont retrouvés dans cette situation un peu bizarre, et dès que la pandémie n'ont pas reculé, dès que tout ce qui était en termes un peu de confinement a commencé à s'alléger, bon, c'est trouvé la question de savoir est-ce que je reviens sur le marché ou pas. Et en fait, c'est là qu'on a commencé à voir cette espèce de décalage. Il y a des gens qui revenaient et d'autres qui n'en revenaient pas du tout. Alors, moi, j'ai lu des trucs absolument hallucinants. C'est le type qui dit bon, j'ai un peu d'argent, je vais attendre. Bon. Vous avez le type qui bon, je n'ai pas beaucoup d'argent, je pars en retraite dans 6 mois, bon, on m'a filé des petits revenus. Finalement, je ne rentrerai pas, je pars en retraite. Bon, ce qui est quand même curieux aux États-Unis, quand même, bon, le niveau des retraites, bon, tout ça est assez bizarre. Bon, peut-être que lui en question. Mais il y a des gens qui témoignent comme ça. C'est l'infirmière qui dit, il a encore vu ça récemment, c'est un peu épouvantable, mais je ne reviendrai pas, mais je vais attendre. Attendre quoi? Ben, attendre, c'est un autre point qui est très important. C'est un autre point qui est très important. C'est que, évidemment, ça a changé assez rapidement, d'ailleurs, plus aux États-Unis. En Europe, ce n'est pas encore le cas. Ça a changé le rapport de force sur le marché du travail. Bon. En fond, voilà, on peut être libéral et non libéral comme c'est mon cas et dire qu'effectivement, il y a un problème d'offre et de demande. Bon, sur le marché à ce moment-là, on sait que quand on sort d'une crise, c'est toujours un peu frictionnel, comme on dit, on apprenait ça en fac. Hein. C'est pas du chômage, d'ailleurs. Il y a un moment frictionnel, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réadapter complètement, surtout si la crise était très violente, à réadapter, si vous voulez, l'offre et la demande. Donc, mais, comme ça a duré quelques mois, évidemment, on s'est posé la question. Et les raisons, c'est celles que je viens de dire, plus la question du salaire. Évidemment, la question du salaire est prégnante. Et donc, ce qui se passe depuis quelques mois, quelques semaines, c'est que vous avez eu des grèves aux États-Unis, c'est assez curieux. Vous avez quand même des grèves, bon, très limitées, c'est pas un mouvement de grève général, mais il y a eu des grèves. Et puis, il y a quelque chose qui se passe qui est très curieux. Ça a été un débat d'ailleurs chez les sénateurs ou députés américains. Le débat sur est-ce qu'on doit continuer à soutenir les gens qui sont dans des situations. Jusqu'en septembre-octobre dernier, on a continué à soutenir massivement. Et là, depuis octobre-novembre, mais ça dépend, les États, certains continuent tout seuls, les aides se sont arrêtées. Et les gens ne sont pas complètement revenus massivement. Donc le phénomène, il est connu pour les économistes, c'est que vous avez eu des salaires, des rémunérations qui ont augmenté. Mais alors, c'est assez prodigieux. Je disais encore récemment, Walmart, c'est quand même pas une entreprise sociale, Walmart. Hein, donc, bon, franchement, c'est pas vraiment ça. Et il y a eu des augmentations ces dernières semaines, dans certains points, de 27% du salaire horaire.
27%. Starbucks, McDo qui a augmenté massivement les salaires. Et en plus, si vous voulez, les employeurs essayent d'attirer les gens par des prix, cette chose qui est extrêmement extraordinaire, et ceux qui aiment le cinéma le savent, dans tous les films américains, on parle du travail, il y a toujours la couverture santé dans l'entreprise. J'espère que vous avez remarqué dans les films américains, j'aime bien le cinéma américain, bon, j'écoute, il y a des très beaux films, il y a toujours le type à un moment donné, ou la nana qui dit à un moment donné, et alors ta couverture santé, bon, effectivement, on sait que la couverture fédérale n'est pas extraordinaire, elle augmente un peu quand vous êtes effectivement ensuite retraité. Medicare, il y a eu grand débat sous Obama, vous vous souvenez sans doute, sur Medicare. Bon. Donc, et là, d'un seul coup, vous avez des entreprises qui disent on vous fait la couverture santé 100%. Vous avez des gens qui attirent les salariés. Donc, il y a un rapport de force qui est en train de se renverser, mais en même temps, les gens ne reviennent pas complètement massivement. Grande question, pourquoi? Alors, j'en parlerai tout à l'heure, je vais prendre maintenant la France. La France, c'est la même chose, sans doute moins violemment. Alors, on n'a pas des chiffres, on les a surtout pour certains secteurs. Vous avez la restauration, bon, le secteur des services, on a quelques chiffres, on a, bon, alors, quand vous demandez aux patrons de restaurants, etc., bon, beaucoup de serveurs ne sont pas revenus, il leur manque à peu près. Alors, les chiffres, je ne peux pas vous dire si c'est faux ou si c'est vrai, si c'est de la propagande pour essayer de faire un poids dans les négociations, 400-500 000. Bon. En France, c'est sans doute moins fort. Bon. Et en plus, la France a un autre problème, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est que la France, bon, il y a des gens qui se sont retrouvés pendant de longs mois, voire un an, payés, si j'ose dire, non pas de rien faire, comme disent des gens. Il y avait des gens qui étaient en télétravail, mais d'autres qui n'étaient pas en télétravail. Bon. Et bon, je vais citer, je ne dirai pas son nom, un médecin du travail qui me disait, qui voyait bien des gens dans son. Voilà, qui venaient le voir et qui lui demandait de changer d'emploi, de changer de poste. Les médecins du travail peuvent changer évidemment pour un certain nombre. Je suis fatigué, j'ai ceci, j'ai cela. Et le médecin ajoutait un peu, effectivement, de façon un peu cruelle. En plus, bon, il y en a qui ne veulent pas venir travailler et qui ont peur de travailler. Ça, je peux comprendre. Ouais. Puisqu'il est arrivé, je peux comprendre que 5-6 mois après, qu'on vous dise de revenir en emploi dans une entreprise où vous êtes toujours en train de travailler ensemble toute la journée, je peux comprendre cette peur. À un moment donné, bon, c'est sûr qu'il y a un problème qui se pose. Mais il y a eu aussi quelque chose qui est de l'ordre de la stupéfaction. Je vais expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est une raison très importante. Il y a aussi le salaire. Bon, je ne vous cache pas que quand j'étais syndicaliste, je faisais des notes tout le temps pour expliquer ce problème des salaires dans la restauration, les services, etc. Le BTP, voilà, ils arrivaient. Et vous savez, j'ai été prof à Auxerre entre 84 et 88. J'avais le midi, on déjeunait tous ensemble, il y avait des tucs. Je me souviens d'un type qui était absolument bizarre, et le type était devenu homme à tout faire de l'école où j'étais. Bon, il est bien homme à tout faire, il faisait tout, il réparait tout, enfin, quand il savait réparer, peu importe. C'est une autre chose, mais enfin bon. Les frères l'avaient pris, bon, ils étaient très contents. Mais ils essayaient de trouver, en Auxerre, entre 84 et 88, après, avant je ne peux pas vous dire après, des gens qui montaient sur les toits. Les gens ne voulaient pas monter sur les toits, hein, c'est un fait. Hein, voilà, c'est vrai que c'est. Voilà. Bon, à mon avis, les générations précédentes montaient sur les toits. Mais ils ne voulaient pas monter sur les toits. Donc ça continue. Donc on a un certain nombre de choses comme ça, et qui sont liées à la fois au salaire, aux conditions de travail, je vais en parler longuement après, j'en reste là pour l'instant. Autre exemple, j'ai pris les États-Unis, j'ai pris la France, bon, les autres pays disent à peu près la même chose. Et donc, la question c'est, que se passe-t-il finalement, hors des questions de salaire qui me paraissent tout à fait évidentes. D'ailleurs, entre parenthèses, en France, ça négocie très bien, il y a une fédération de la restauration qui vient d'augmenter massivement la grille des salaires de près de 12%. Donc, ça marche bien. Pour le reste, ça ne suit pas. Il y a eu pas mal de grèves en France les temps derniers, notamment dans la grande distribution. Et on n'a pas vu au moment de la nouvelle, vous savez, la NAO, comme disent des copains, la négociation annuelle obligatoire qui a lieu en décembre ou en janvier, parfois même en début février, on n'a pas vu d'augmentation si massive que ça. Il y en a eu. Donc, la question matérielle joue. Ailleurs, je dirais que d'une certaine façon, il se passe aussi autre chose. Un ailleurs, il y a un ailleurs. Il faut interroger. Et c'est là où c'est plus compliqué pour moi, je veux dire pour tout le monde, parce que là, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Alors moi, je pense qu'il y a un événement curieux d'ailleurs. La pandémie est toujours là, elle s'efface quand même un peu. Et c'est curieux que les journaux qui en parlaient massivement au début, alors qu'ils ne servent à rien, n'en parlent plus.
Vous savez, il y a eu ces histoires qui m'énervaient, le monde d'après, le monde d'avant. Il y avait des articles, dès le mois d'avril 2020, on expliquait le monde sera plus comme il a été, le monde d'après va naître, vous allez voir, c'est formidable. On vous dit le capitalisme c'est fini, il y a des gens qui écrivaient le libéralisme est mort. Voilà. Aujourd'hui, on dit pratiquement plus rien, c'est très curieux, alors qu'en fait, on voit bien que c'est toujours là. Alors, comment on peut l'expliquer? Moi, il y a quelque chose qui me semble important, je n'aime pas pourtant faire beaucoup ça, mais c'est l'aspect, comment on peut dire, c'est ce médecin du travail qui m'en parlait aussi. C'est l'aspect psychologique. Alors, je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, et par tempérament, je mettrais plutôt ça sur l'aspect idéologique, structurel, conceptuel. Et on m'a expliqué ça, et je viens de comprendre. Et des gens qui étaient en télétravail en France, d'autres qui n'étaient pas, m'ont expliqué à peu près la même chose. Il y a eu un état de stupéfaction, il faut quand même bien dire. Aujourd'hui, on l'a oublié. Mais vous vous souvenez le président de la République qui prononce un discours, je crois que c'est un lundi soir. Il se trouve que j'étais à un supermarché le lundi soir, j'avais oublié, c'était. Il n'y avait plus rien, il y avait 2 œufs, un paquet de pâtes, et si, le seul rayon qui restait, c'était les rayons bio, parce que c'est plus cher. Donc c'était assez amusant. Et le soir, il annonce, à minuit, c'est fini, je crois que c'était un lundi ou un dimanche, je ne sais plus pas. Enfin, ça devait être un lundi, parce que le supermarché le dimanche. Et donc, il y a un état de stupéfaction, ce n'est pas le fait qu'il dise c'est la guerre, c'est le fait, comme dans la famille, il y a un cousin, beaucoup plus vieux, qui me disait ça ressemble un peu à la guerre. Mais je crois que la guerre, c'est tout à fait différent. Il y a des bombardements, il y a des sirènes, enfin c'est l'Ukraine aujourd'hui. La guerre, d'un seul coup, le bombe va tomber, vous ne pouvez pas avoir de pain. Là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous dit, et dans d'autres pays c'est pareil, qui vous dit, nous sommes en temps de paix, et on arrête tout. C'est absolument hallucinant, c'est jamais arrivé. On arrête tout, et on dit, vous aurez le droit à 1 heure de balade dans la journée, avec votre chien, surtout le chien, bien sûr. Voilà, j'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas de chien, parce que ça veut dire que ça m'énerve un peu, donc c'est autre chose. Voilà, mais les types sortaient avec leur chien, donc vous me direz que les gens qui sortaient avec leur chien où j'habite, d'ailleurs, ne sortaient pas plus avant la pandémie. Je suis un peu méchant avec ça, mais les gens étaient déjà confinés naturellement. Parce que là aussi, il faut arrêter avec ça. On ne peut plus sortir, etc. Non, il y a des gens qui étaient déjà confinés naturellement. Excusez-moi, petite remarque en passant, ça ne va pas plaire à certains, mais c'est pas grave. Et il y a une stupéfaction. Et qu'est-ce que c'est que cette société? Alors là, on vous explique dans les journaux que c'est la catastrophe intégrale, que c'est fini, on va tous mourir, que c'est fini. Le journal comme Les Échos nous annonce une chute. Alors là, c'est l'apocalypse. Et donc, les gens sont dans la peur, parce que d'ailleurs, vu la pandémie, je peux comprendre, c'est pas la question. Mais il y a ça. Il y a une stupéfaction. Les gens sont comme hébétés, déstabilisés, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Il faut dire que moi, j'ai des copains à mon âge qui me disent on n'a jamais vécu ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu dis, etc. Bon, ça c'est très important. Et cette psychologie, à mon avis, elle est en partie restée. C'est vrai, c'est une psychologie par rapport aux événements qui sont produits. Et là, ces médecins du travail qui me disent ils ne veulent plus rentrer. Alors je sais que, encore une fois, c'est pas, j'en parlerai tout à l'heure, la fainéantise, il n'y a pas que ça. Hein. Bon. Il y a eu des gens qui ont disparu des radars aussi, entre parenthèses. Je ne peux pas parler des gens auxquels je pense. Il y a des gens qui ont disparu des radars, qu'on n'a pas pu contrôler. Ben, je veux dire quand même, certains enseignants qui ont disparu des radars. Bon, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça dans notre famille, donc là, disparu des radars. Il y a eu des chiffres qui ont circulé, il n'était même pas en télétravail, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, la peur, d'un seul coup un choc terrible, et donc, des gens qui sont en télétravail, eux qui travaillent, alors ça dépend des métiers, je reviendrai tout à l'heure, parce que là, inégalité de destin et de qualification qui est extrêmement importante, moi, c'est peut-être le sujet principal. Et donc, voilà, stupéfaction. Cette stupéfaction, est-ce que c'est vraiment uniquement la pandémie et ses échos, qui sont quand même entre mars et juillet, ça a frappé fort. Je veux dire, et la France, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas été épargnée. Ça a frappé très fort. Hein. Mais dans d'autres pays, ça a été un massacre. Enfin, je veux dire, les pays d'Amérique latine, l'Italie. J'en parlais encore avec une jeune femme qui travaille sur la mafia, c'est un autre sujet, qui me racontait comment la mafia, qui avait infiltré les hôpitaux, c'est un petit détail aussi, les conseils d'administration étaient tenus par la mafia en Italie dans certains cas des hôpitaux. Donc évidemment, drame absolu sanitaire. Bon, ça, je le savais un peu, mais là, j'ai eu confirmation par une spécialiste. Donc, si vous voulez, stupéfaction, peur, et puis, ensuite, sans doute, la pandémie a révélé ce qui était latent. Moi, je crois qu'il y a ça.
il y a vraiment la pandémie, mais ça a révélé quelque chose qui était latent. Alors là, c'est un petit peu un problème parce que là, vous voyez arriver des gens, ça me fait sourire parce que vous voyez arriver des gens qui immédiatement, alors la une, tiens, j'en ai une qui est géniale, alors bon, c'est des libéraux, alors là, bon, c'est Français qui n'ont plus envie de travailler. Voilà, bon, allez, voilà, bon, ils en ont fait une deuxième fois, là, bon, là, les articles dedans ne sont pas si mauvais que ça m'a énervé, mais pas si mauvais. Là, il y en a un qui est meilleur encore, je le montre parce qu'il me fait rire. Courrier international, qui n'est pas quand même, bon, voilà. Remettre le travail à sa place. Et alors, c'est génial. Regardez. Le type, il est un peu, genre, 16e arrondissement, voilà. Il prend son cocktail comme s'il était, je ne sais pas, au Mexique, je ne sais pas où. Et puis en bas, on aperçoit le doigt de pied qui se met sur une appli, peut-être pour chercher une nana le soir, peut-être, je ne sais pas. Il y a une petite appli. Et là, bon, alors à l'intérieur, les articles sont intéressants d'ailleurs. Il y a New York Times, tout ça, bon. Il y a Christian Moniteur, l'article intéressant. Mais alors, en général, eux, c'est thèse libérale. Voilà, ils sont feignants. Ils sont feignants. Et les autres, c'est plutôt, ça y est, un peu 68A, on veut remettre le travail à sa place, donc tous les débats. C'est intéressant. Et puis le troisième, c'est le journal. Là, c'est, et je vais en parler, des cohortes d'employés quittent leur poste. On les voit à 40 millions, effectivement, qui pourraient démissionner, c'est des cohortes, pour devenir leur propre patron. Alors la photo est géniale. C'est intéressant, la photo, quand même. Parce que là, vous voyez un type qui est devant plein d'ordinateurs, il y en a plus que là, ce soir. Plein d'ordinateurs. Il a son bébé qui est très content, qui sourit dans les bras. Derrière, il y a, comment ça s'appelle, là, on peut le manger, il y a des tables à manger. Et lui, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Matt Parrish travaille comme consultant indépendant sur des projets de construction. Et à l'intérieur, il y a une nana, et la nana, elle gère par informatique des endroits où il y a Amazon, vous voyez, des locaux d'Amazon. Bon. Et donc là, ça amène à un autre débat qui est très intéressant, qui est tout à fait passionnant, qu'ils veulent devenir leur propre patron. C'est intéressant, moi ça m'a beaucoup interpellé. C'est pas un sujet nouveau. Les États-Unis qui veulent devenir leur propre patron dans l'ambiance américaine, on va dire franchement, pas tout à fait extraordinaire. Et alors, vous avez effectivement une cohorte de gens, souvent qui travaillent par le biais de l'informatique. Alors ça, moi ça me pose un vrai problème, entre parenthèses. Seuls, qui sont leurs propres patrons, on dirait travail indépendant, chez nous on va dire auto-entrepreneurs, et qui se lancent. Et dedans, il y a des gens qui disent oui, oh ben. Alors, ils se lancent soit pour devenir carrément leur propre patron, soit certains disent, l'infirmière qui est citée là-dedans, elle est extraordinaire parce qu'elle dit je ne suis pas bien dans mon hôpital, tout ça. Je peux comprendre qu'aux États-Unis, parfois ça doit être un peu difficile. Et elle dit oui, mais les salaires vont pas augmenter, donc je reviendrai. Ouais, bon, très intéressant. Elle a tout compris, la dame. Je vais peut-être revenir au moment où toutes les allocations vont disparaître ou baisser. Donc il y a plusieurs cas. Mais le cas, je vais m'arrêter sur l'avenir de leur propre patron parce que on voit ça chez nous, depuis qu'il y a la loi sur l'auto-entrepreneuriat, qui quand même, je ne me souviens plus du nom de la personne qui a inventé ça, qui est un genre LR, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il est pourtant dans ma région, il s'est présenté aux éditions de Chartres il y a quelques années, je ne me souviens plus de son nom. Et il y a ce mythe qui est de dire, je vais, alors c'est ça qui était assez passionnant, fascinant, parce que, et qui est lié à la pandémie, effectivement, je vais gérer ma propre vie, ma propre journée, je vais faire ce que je veux, si je veux rien faire, je vais rien faire. Gag intégral, c'est pas grave. Il y a toute cette idée-là. Donc, et il y a plusieurs fois qu'ils disent là-dedans, c'est drôle, parce que par rapport, ils disent, nous on veut être flexible, dans l'entreprise on n'est pas flexible. Ou plus exactement, c'est de la flexibilité imposée par la direction d'entreprise. C'est très intéressant. Il y a deux mots, flexibilité. Et donc je veux le faire. Et donc ils se lancent. Le problème, si vous voulez, alors, évidemment, c'est aussi une critique du travail qu'ils ont vécu. Il y a de très grosses entreprises, travail qu'ils ont vécu, et qui étaient sans doute beaucoup plus durs que chez nous. Encore que je me suis laissé dire que le temps de travail, notamment au Canada, qui est très américanisé là-dessus, il paraît que quand c'est l'heure, beaucoup plus qu'en France. C'est une consultante qui a travaillé au Canada qui me dit, vous savez, M. Randel, les gens qui, 8h à 20h, se déplacent dans l'entreprise pour montrer qu'ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait aussi en France. Moi, j'ai connu une entreprise où ça se faisait. Quand j'étais journaliste, il fallait commencer à travailler à 20h. Bon, moi, j'étais arrivé le matin à 7h, j'avais fait ce qu'il fallait, et à 20h, en général, on ne fait pas une interview du ministre, c'est très rare. Très, très rare. Mais les gens circulaient. On me l'a reproché. J'ai attendu, voilà. Ah, vous avez fait ce qu'il fallait. Bon. Bref.
ce présentisme aigu, exacerbé, pour attirer les regards. Et donc, les gens pensent qu'ils vont pouvoir vivre comme ça, mieux, avec un salaire qui, dans le fond, n'est pas plus bas, et donc, pour certains en étant tout le temps, pour certains en attendant. En France, l'auto-entrepreneuriat, quand vous regardez les fonds, alors les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais enfin, en gros, je vais dire une bêtise, mais c'est pas, ce qui est intéressant, c'est ce que ça signifie. Ils s'en créent autant qu'ils meurent. La mortalité des entreprises auto-entrepreneurs, c'est hallucinant. S'ils s'en créent 900 000, il y en a 100 000 qui meurent. C'est pas les mêmes, ça se passe sur 2-3 ans. Donc, si vous voulez, j'ai discuté avec un auto-entrepreneur, c'est... Bon, les gens se font, à mon avis, un film, un sketch, ils ne se rendent pas compte que il faut tout faire. Qu'on n'a pas la capacité de déléguer, n'est-ce pas? Il faut tout faire. Et à mon avis, il y a une mythologie. Moi, je ne suis pas contre l'auto-entrepreneuriat ou d'être son propre patron, etc. Je comprends ce que ça veut dire. Mais il y a quelque chose d'assez curieux et ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Alors, petite anecdote qui va vous faire rire. Avec le Covid, c'était formidable, je l'habitais. Parce que d'un seul coup, il y a des gens qui se sont improvisés chefs d'entreprise. D'un seul coup, il y avait des types qui venaient, moi chez nous, il y avait des types qui amenaient des fraises, je ne sais pas d'où ils venaient. Tu vas prendre des fraises, qui étaient moins chères, donc on achetait les fraises, et puis ça aide les gens, il y avait qui. Puis ils ne rentraient pas chez les plus vieux, pour poser le paquet de fraises, etc. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Alors c'était au noir, hein, c'était pas auto-entrepreneuriat, c'était au noir. On a acheté beaucoup de chefs comme ça, je ne sais pas, c'était très bon. C'était du chef, il y avait du chef. Et puis il y avait un bon restaurant chez nous, restaurant Lévique. Alors lui, il a changé, il a réussi. Les autres, à mon avis, sont morts. Vous ont cru qu'il passait du panier distribué à une entreprise. Et il y a un type qui a un très bon restaurant, qui est coté, on y allait, qui n'était pas cher du tout. En province, comme ma fille, on ne dit pas le nom qu'elle dit, c'est du monde, comme dit très bien ma fille, qui est parisienne jusqu'au basket. Et ça m'a fait rire. Et le gars, il a commencé à dire, c'est formidable, les repas que je fais, il le faisait déjà. Son restaurant des Poulettes est ouvert, il vend des plats, des plateaux repas, des plats, des trucs. Et c'est fini, il fait beaucoup plus d'argent qu'il y avait déjà en moment. Moi, je le connais très bien. Il est très marrant comme tout. Il fait une nourriture excellente. Mais il a fait, vous y allez le dimanche, vous y allez, vous avez commandé votre plat, vous partez avec la cuisine gastronomique pour un coût qui est un plat à 17 € pour une super cuisine gastronomique. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est assez. Lui, il a réussi. Il a changé de boulot. D'abord, il ne pouvait pas se payer, à mon avis, un emploi, et c'est sa femme, en fait, qui servait à la table. Bon. Lui, ça marque. Les autres, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Voilà. Alors, ça, c'est un premier exemple de ce questionnement. Il y a un deuxième questionnement qui est plus fort chez nous qu'en France. Alors ça, c'est compliqué parce que ça peut choquer certains. La France, si vous voulez, dans les années 80, s'est modernisée de façon très marrante. Alors, quand je dis modernisée, je mets des guillemets, parce que les gens qui étaient très libéraux voulaient moderniser la France selon leur modèle, ça on est bien d'accord. Bon. Mais la France, par rapport à d'autres pays, était gérée différemment. C'est clair, quand vous voyez l'économie et surtout l'emploi en entreprise. La France était gérée. Il y a eu une énorme modernisation qui a été faite. Et notamment, il y a eu l'emprise numérique. Moi, je l'ai vécu dans ma boîte. L'emprise numérique, il faut vivre une emprise numérique. D'un seul coup, des gens qui vivent dans les 50-60, et d'un seul coup, on leur dit qu'il y aura des ordinateurs partout. On le dit au cadre, ça m'est arrivé. Donc, on dit au type maintenant, attention, hein, là, vous allez taper vos trucs. Les gens n'avaient pas fait, parce qu'il faut dire la vérité, 90% ne le faisaient pas, ils avaient tous leur secrétaire. Bon. Et donc, il y a une révolution numérique, qui est une révolution aussi du management, ça va ensemble. Et ça a été, alors, guillemets pour, comment dirais-je, guillemets aussi, ça a été très violent d'une certaine manière. Moi, j'ai assisté à des poules de secrétaires complètement désintégrés qui disaient, ça y est, j'ai tapé là-dessus, c'est parti, je ne sais plus où c'est. Les gens, non mais c'est très important, on ne se rend pas compte. Ceux qui aiment le cinéma un peu engagé, des rien du tout de Cédric Clapiche. Je ne sais pas, Nicolas Palombo doit souvenir ce livre, ce film, des rien du tout de Cédric Clapiche, qui est un très très bon film qui me fait tellement rire. On voit une nana qui est là, une caissière, qui dit « Ah, j'ai fait Reset, Reset, elle dit, et tout est parti. Bon, on arrive, etc. Ça fait sourire, mais ça a été très très important. Il y a des gens qui ont eu des graves problèmes avec ça, et ça a été fait très vite. Et en même temps, d'un seul coup, boum, en même temps qu'il y a que ça, il y a un autre management, anglo-saxon, il faut quand même bien le dire, avec en même temps, notamment pour les plats, une certaine, voilà, qui se sont trouvés d'un seul coup soumis
Maintenant, c'est descendu dans les hôpitaux, soumis à des obligations managériales, comme le fameux reporting qu'il faut faire à la fin de chaque semaine. Bon, tout ça, ça nous paraît presque normal maintenant, d'où d'ailleurs les débats, vous vous en souvenez, j'en avais parlé ici, sur la souffrance au travail. Pas de problème. Ah, moi, c'est quelque chose qui est très important, parce que quand vous êtes dans une situation où le travail s'efface, où la notion prégnante du travail, parce que le travail, c'est passionnant, peut-être pas pour tout le monde. On se réalise peut-être, je vais en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est très prégnant le travail. Il y a une souffrance au travail naturelle, si j'ose dire. Quand on parle de souffrance au travail, c'est une mauvaise notion. Bon. Mais le travail, si vous discutez avec un psychanalyste, comme ceux qui avaient écrit tout un tas de livres, qui ont fait des grands buzz dans les années, une vingtaine d'années à peu près, ils vous disent tous que se réaliser dans le travail, c'est épuisant. C'est fatigant, naturellement, contrairement à ce qu'on dit. Les gens qui disent le travail, c'est un grand bonheur. Non, mais c'est logique. Le travail, ça vous résiste. Les autres sont avec vous. Vos collègues ne sont pas forcément... Il n'y a pas que le patron, le manager, le capitaliste, le néolibéral. Il y a aussi des collègues avec qui il faut s'entendre. Il y a des collectifs de travail. Le travail, c'est très difficile. Et pour se réaliser dans le travail, c'est très compliqué. Là, les gens se sont trouvés dans une situation où pendant presque une année, la notion de travail s'efface. Et en plus, en France, pas dans d'autres pays, d'une certaine façon, ça se passe mal. Mais vous n'êtes pas jeté à la rue avec rien. Je pense que ça a eu un rôle, c'est ça que j'appelle le rôle psychologique, c'est un rôle psychologique beaucoup plus important qu'on croit, et qui va se greffer sur un autre point, qui est qu'en même temps, on réfléchit sur ce que c'est que ma vie au travail. On réfléchit, qu'est-ce que c'est que ma vie dans le travail? Qu'est-ce que c'est? Bon. J'allais dire qu'il y a des gens pour lesquels ça ne se pose pas. Là, il y a des inégalités très profondes, aussi psychologiques. Il y a des gens pour lesquels c'est pas simple de trouver un sens au travail, parce qu'il y a aussi d'abord ils sont mal payés, ils sont mal traités. Il y a aussi des boulots à la con, comme les bullshit jobs, hein, comme on dit. Bon, merde de taureau, ça veut dire bullshit. Hein. Voilà, donc j'ai appris récemment, ça m'amuse. Donc voilà. Et il y a des gens qui sont comme ça. Donc si vous voulez, effectivement, quand vous êtes dans cette situation, vous réfléchissez, sans doute, pas tous, mais vous réfléchissez, et ce qui chemine, c'est un autre point. C'est-à-dire, quel est mon rapport à ma vie dans le travail avec le reste? Je pense que cette question, qui est une très vieille question, est réapparue, et j'en parlais tout à l'heure, je pense que le syndicalisme et les partis politiques n'ont rien vu. Ils sont plus sur l'emploi, ce qui est très bien, mais cette question, ils n'ont pas vu arriver. Ils ne sont pas capables de la traiter. On a une campagne électorale, personne ne parle. Voilà, même, j'allais dire, l'extrême gauche qui s'excite beaucoup là-dessus. Bon, on parle. Non, il n'y a rien du tout. Là aussi, la question s'est effacée, si vous voulez, face au. C'est très bien, face aux minima sociaux, par exemple. Moi, j'ai rien contre les minima sociaux, évidemment. On les augmente, très bien, on est tous d'accord. Mais cette question s'est effacée. Et je pense qu'elle est importante pour beaucoup de gens. Je pense qu'elle est importante pour beaucoup de gens. Alors, là, il y a une question qui est intéressante. C'est peut-être celui qui a vécu 68 qui en parle. Je comprends bien. Mais si je prends le mouvement social, le mouvement syndical, le mouvement ouvrier, bon, disons le mouvement syndical, vous disiez mouvement ouvrier aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre. Il y a eu toujours deux attitudes. Je dis ça parce que c'est ce qui empêche le syndicalisme de penser cette question comme les autres. C'est quand même plus embêtant que les autres. Il y a eu toujours deux thèses qui sont apparues un peu avant 68, qui sont développées dans les années 70, c'est-à-dire très intéressant, développé par un certain syndicalisme. C'est le fait que, dans le fond, quand je critique le travail, quand je critique mon rapport au travail, qu'est-ce que je dis? C'est une critique sociale ou une critique artiste? Moi, j'aime bien cette querelle. Querelle terrible à l'époque. Tout discuter de ça tout le temps. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que, dans le fond, le mouvement ouvrier, quand il se lance au début du capitalisme industriel, sa première critique, c'est une critique sociale. C'est-à-dire, je ne veux pas travailler trop longtemps, je veux de bons salaires, une protection sociale, je veux mon vieux jour une retraite. Enfin, d'ailleurs, les premières lois sociales sont des lois sur le temps de travail, sur la retraite, sur ça ne s'appelle pas l'assurance maladie. Je vois d'ailleurs souvent des catholiques sociaux, d'ailleurs. Les premières lois, c'est ça. Après, vous avez un deuxième débat, qui est porté aussi sur, beaucoup par les révolutionnaires de l'époque, notamment les anarcho-syndicalistes, les marxistes, mais aussi d'autres, d'ailleurs, qui sont complètement opposés. C'est la critique artistique. Ça veut dire quoi? Alors, Bourdieu a beaucoup théorisé ça, le cher Pierre me laisse côté. Bourdieu, il faut dire son nom quand même, parce que bon,
Je ne suis pas très bourdieusien, je dois dire. Mais ça veut dire qu'on va critiquer, on va pas être contre les bons salaires, hein, mais on va critiquer l'organisation d'entreprise, comment je m'épanouis dans le travail, artiste, ça va être une critique romantique du travail. Ce que j'appelle critique romantique, parce que les romantiques l'ont beaucoup fait, c'est à quoi ça sert, à quoi sert ma vie dans le travail. Enfin, c'est ça qu'il appelle artiste, on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je vais placer dans le travail autre chose que le travail lui-même. Alors, je ne vais pas jusqu'à ce qu'on disait les situationnistes, le slogan sur les murs, ne travaillez jamais, ils disaient d'abord. Surtout, il ne faut pas travailler. C'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce qui se passe dans le travail, et donc, qu'est-ce que je vais y mettre, qu'est-ce qu'on va m'apporter. C'est fondamental. Moi, à mon avis, dans les débats qu'on a aujourd'hui, ça revient. Mais ça revient de façon timide, parce que personne n'osera dire je vais complètement révolutionner le travail, etc., etc. Mais ça me paraît très important. Alors évidemment, le mouvement syndical a essayé de lier les deux. Bon, opposer critique sociale et critique dite artiste n'a pas grand sens. Encore que si on prenait certains syndicats d'aujourd'hui, je pense qu'à force d'ouvrir, la critique artiste, aujourd'hui, je pense qu'ils s'en moquent complètement. Hein. C'est l'augmentation des salaires. Il y a une extrême gauche, les meilleurs, c'est lutte ouvrière. Tout petit, mais lutte ouvrière, c'est avoir les patrons, créer nos emplois. Ils se foutent complètement du fait si les gens sont maltraités ou pas, ça ne les intéresse pas. C'est pas du tout l'existentiel pour eux. Parce que les autres trotskistes vont dire oui, ça nous intéresse. Bon, le syndicalisme, c'est pareil. La CFDT va dire, comme la CFTC va dire aussi, un peu la CGC, va dire ce qui se passe dans l'entreprise, ça nous intéresse. Alors non, c'est à dévier avec la CFDT, j'entends bien, je ne défends pas la CFDT, mais en fait, au départ, il y a ce grand débat syndical, politique, Conrad Épinay, 72, on fait un peu de politique quand même, c'est important. Qu'est-ce qu'il intègre, le Parti Socialiste, du Conrad Épinay? Qu'est-ce qu'il intègre? Il intègre une partie du discours syndicaliste. La réforme de l'entreprise, l'autogestion, la politique de la ville. C'est un truc du PSU, la politique de la ville. Il intègre le PSU. Vous voyez ce que je veux dire? La décentralisation autogestionnelle, c'est important. Avec évidemment des gens qui n'étaient pas d'accord. Je pense que Jean-Pierre Chevènement, quand il était au PS 112, je pense qu'il était contre, totalement. J'ai entendu Georges Sarr dire qu'est-ce qu'ils nous ont emmerdé, les mecs de la CFDT avec ça? Nous, on voulait étatiser. C'est un débat qui a l'air mort, hein, entre parenthèses. Mais il est derrière quand même. Il est quand même derrière. Le syndicalisme italien, je tiens à terminer sur le syndicalisme. Le syndicalisme italien, Bruno Trentini, qui a fait un livre totalement illisible, on ne dit plus rien, totalement illisible, mais un livre absolument génial, préfacé par un Supio. Ça s'appelle, je ne sais pas, changer de travail, enfin. Il est d'un syndicalisme italien, sédiétiste, qui disait, et c'est notamment tout le problème des syndicats italiens après 70, dans le mérampant, ce qu'on appelait le mérampant, c'était le débat de est-ce qu'il est très important d'augmenter les salaires? Oui, mais est-ce qu'il n'est pas plus important de changer la vie au travail? C'est un débat qui a divisé durablement le syndicalisme italien, et notamment le cher Antonio Negri, les négristes, comme on dit, pouvoir ouvrier, un pouvoir ouvrier en Italie, je me suis passionné pour tout ça, pouvoir ouvrier, disait en gros, nous sommes des marxistes révolutionnaires, mais bon, il faut d'abord changer de travail, hein, les camarades, c'est bien les salaires, moi je suis pas d'accord, doublons les salaires, mais le premier problème, c'est prendre le pouvoir dans l'entreprise, le pouvoir ouvrier, et de changer la vie au travail. Voilà. J'ai fait cette longue digression sur le syndicalisme, parce que ça me paraît important, vous aurez remarqué que les débats dans toute la presse avec le syndicalisme français sur ce sujet, vous avez remarqué qu'ils disent rien, ils disent simplement, voilà, il faut augmenter le SMIC. Très bien, augmentons le SMIC, c'est pas le problème, c'est pas mon problème à moi. Je suis d'accord pour augmenter le SMIC. Voilà. Avec une nuance, j'en profite pour le dire quand même. Il y a quelqu'un l'autre fois qui est l'ancien de FO qui a lu dans un journal, c'est la tambouille syndicale, mais je le précise quand même. C'est qu'aujourd'hui, vous avez nombre de branches, c'est important pour la notion du travail, le respect du travail. Nombre de branches françaises qui sont encore sous le SMIC. Vous commencez sous le SMIC. Alors, en fait, les gens sont payés au SMIC. Bien entendu, puisqu'on fait quelque chose, il y a quelque chose qui est articulé pour avoir le SMIC. Et aujourd'hui, on négocie. Très important, on négocie dans un certain nombre de branches quand on commence, évidemment, minimum au SMIC. Le problème, c'est quand vous avez laissé les branches comme ça pendant des années et des années, avec en plus, si vous voulez, la façon de présenter le travail et les emplois, parce que ça, c'est les conventions collectives, et que vous augmentez le SMIC, qui va réaugmenter bientôt d'une façon assez importante, parce que l'inflation a augmenté, ça c'est la loi. Hein. Vous vous retrouvez avec des tassements salariaux par le bas,
qui est un vrai problème syndical. C'est compliqué d'expliquer aux gens qui sont là depuis 10-15 ans, qui sont au SMIC, de voir quelqu'un qui vient d'arriver, qui sans doute va passer devant. J'exagère un peu, non? Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a un tassement salarial par le bas, et en plus, la trappe à bas salaire, elle fonctionne à fond, puisqu'au niveau du SMIC, vous avez très peu de cotisations sociales, pratiquement plus. Donc, évidemment, on embauche massivement au niveau du SMIC, y compris des gens qualifiés. Pour moi, c'est le premier problème de la pauvreté, notamment en France. On embauche massivement par le bas. Alors, il y a un rapport qui a été fait, l'ancien chef de dentiste, mon nom m'échappe, le patron qui avait fait un rapport qui avait dit que pour les problèmes de cotisation montés jusqu'à 2 SMIC, son nom m'échappe. C'est un grand copain de Jean-Pierre Chevènement, mais c'est vrai que ça pose un vrai problème. Si vous prenez les chiffres, je n'ai plus en tête, pas dire de bêtises, et ce que j'ai écrit sur les salaires, l'histoire des salaires, les très bas salaires, depuis maintenant très longtemps, ont augmenté relativement de façon importante. Dans certains cas, ils ont doublé. Je rappelle que les baisses de charges, ont commencé dans le début des années 90. Si je me souviens bien, à la loi quinquennale, c'est 92-93, et on a commencé à faire des baisses de charges passives pour embaucher des travailleurs dits non qualifiés. Ce qui n'a pas été toujours le cas, entre parenthèses. Donc, je ferme cette parenthèse aussi, qui joue pour les gens quand ils travaillent. Mais c'est plus que psychologique, c'est réel. Donc là, il y a un vrai problème, et j'attends que le bon syndicaliste pose cette question. Donc là, j'en étais sur cette question du travail, comment on le voit, en reposant cette question du sens dit du travail. Alors ça m'amène à une autre réflexion qui est la suite logique de ça, qui est que si vous parlez avec les gens aujourd'hui de ça, je pense que d'une certaine façon, c'est mêlé. Je n'ai pas entendu de gens récemment qui me disent, surtout qu'on a quand même encore un chômage qui, bon, même s'il a baissé, qui est quand même un peu de masse, de dire des propos que je viens de te dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mélangé. Ça va être la peur, je disais tout à l'heure, ça va être la précarité, il faudra en parler, ça va être aussi, bien sûr, un peu le sens de la vie, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui est mis en premier, même si c'est dedans ce que je viens de dire. C'est-à-dire pour les Américains, c'est clair que ce n'est pas dit comme ça, parce que ce n'est pas le débat qui sont, à mon avis, véritablement aux États-Unis, mais c'est dedans. Donc c'est pour ça que faire le diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement difficile. En fait, ce que voudraient les gens, je m'en excuse, ça va faire, je ne sais pas, je me suis dit tout à l'heure ce que je le dis, je vais encore en parler du cinéma d'ailleurs, je pense que voudraient les gens, dans le fond, et je vais prendre l'exemple, je suis la femme de ma vie, je vais reprendre l'exemple des enseignants, vous me direz quel est le rapport avec les enseignants. Je vais vous expliquer pourquoi, ou certains cas. Je pense que ce que les gens voudraient, et c'est pour ça que l'histoire d'auto-entrepreneuriat, à mon avis, est une mauvaise réponse à une bonne question. Pour certains, c'est une bonne réponse. Arrêtez-moi. C'est que ce que voudraient les gens, c'est avoir les deux en même temps. C'est-à-dire un état-providence, non pas déconstruit comme il est aujourd'hui, mais de bon niveau. Alors, je n'aime pas état-providence, je dirais plutôt état social, parce que le mot providence me laisse un peu. C'est vrai, il ne faudra pas employer le mot état-providence, parce que c'est les libéraux qui disent ça, la providence, l'État est une providence. Non, l'État n'est pas une providence. C'est l'état social est né d'une conflictualité aiguë qui s'est transformée en loi sociale. Enfin, il faudrait l'enlever, tout le monde le dit, tout le monde le comprend. On a créé des lois qui nous protègent. On a, comme dit Alain Suppiot, qui est mon maître dans le domaine, travailler, être un salarié, c'est être à la fois dans la subordination, puisque la définition, c'est la subordination juridique, mais à l'intérieur d'une subordination, avoir des protections et peut-être même de la liberté. Donc le droit du travail, c'est une espèce de... C'est insensé la philosophie du droit du travail. C'est trouver à la fois une domination, et dans la domination, trouver des possibilités, quand ça marche bien, je suis d'accord, je ne suis pas en train de faire un truc idéaliste, quand ça marche bien, de trouver en même temps des protections. Ce qui normalement n'est pas le cas. Je rappelle quand même qu'au début de la révolution industrielle, c'est le contractualisme libéral, c'est-à-dire que chacun est libre de contractualiser, on ne s'occupe pas du rapport de force, on dit vous êtes tous égaux devant la loi, et on négocie, évidemment, le type, en général, le salarié n'a pas de rapport de force. Bon. En plus, il n'a pas le droit de se syndiquer, donc c'est ça, on est passé du contractualisme libéral, qui existe toujours, auquel on voudrait revenir d'ailleurs, d'une certaine manière aujourd'hui, à ce rapport de force sociale qui s'est inscrit dans la loi. C'est fondamental. C'est fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et quand les salariés américains retrouvent, avec une offre et une demande qui s'affrontent, retrouvent un peu de marge de manœuvre par un salaire, parce que
on les rembauche avec des salaires plus forts, on est bien dans ce jeu-là. Avec malheureusement un droit social américain qui est évidemment extrêmement plus faible. Ça, c'est fondamental aussi. Alors, ce que voudraient les gens, et pourquoi je prends l'exemple des enseignants, qui à mon avis n'est plus l'exemple des enseignants, c'est un peu, dans le fond, bon, à la fois être protégé, être salarié. Il y a quand même plus de 80% de salariés en France. Le salariat est majoritaire. Totalement majoritaire. Je crois que c'est 87%. Même le CDI, d'ailleurs. Le CDI est majoritaire, contrairement à ce qu'on dit. Il y a des précaires, on a cassé les lois. Moi, quand j'ai commencé à travailler, le CDD, c'était vraiment très, très bordé. On ne pouvait pas être en CDD comme ça. Hein. Bon, dans le journaliste, si j'étais en CDD tout de suite, ça ne correspondait pas au fait qu'il y avait une nana qui était enceinte, un type qui était parti, qui était malade. C'est ça au début le CDD, hein. On ne pouvait pas embaucher quelqu'un. Il faut que ça remplace quelqu'un qui est parti pour des raisons précises. Et après le CDD, maintenant, on peut commencer en CDD directement. Bon, mais n'empêche que le CDD n'est pas majoritaire. Il pèse sur le noyau dur du salariat en entreprise. Ça, c'est important aussi. Mais il n'est pas majoritaire. Donc, ce que les gens voudraient, je crois, et c'est peut-être une réflexion qu'on doit faire là-dessus, ce qu'ils voudraient, les gens, finalement, c'est qu'on soit à la fois dans un salariat, mais qui ait une liberté de profession libérale. J'exagère un peu, hein, c'est une formule. C'est-à-dire, je suis garanti, mais on me donne, je crois que c'est une demande. Alors, je vais mettre un bémol immédiatement. Je dis ça et en même temps je mets un bémol. Je pense que c'est ça, les gens voudraient, quand vous discutez avec eux, ça joue ça, l'autonomie créatrice, pas pour tous. Hein. Bon. En même temps, est-ce qu'ils sont prêts à rentrer dans cette autonomie créatrice véritablement? Vous savez, le problème de l'autogestion, moi j'ai une brochure dans la bibliothèque d'un groupe anarchiste parisien, ça m'avait fait rire. Il défendait l'anarchisme, l'autogestion, et le type disait, camarade, c'est très très bien, mais personne ne peut faire l'effort pour autogérer l'entreprise. À chaque fois, j'ai essayé de le faire, pas sous forme d'autogestion. Ça n'a jamais marché parce que les gens ne veulent pas. Les gens veulent des vacances, veulent rentrer chez eux, un bon salaire. En plus, aller s'emmerder, passez-moi l'expression, le soir, alors, il faut ne pas le mettre le soir, c'est réussi. Mais le patron ne veut pas non plus que dans la journée, on discute d'organisation du travail. Le soir, les gens ne veulent pas, sauf pour les cadres supérieurs. J'en ai connu, on disait, vous restez le soir à 20h dans la banque, 21h pour discuter, là, ils étaient obligés de rester. Bon, ceux-là aussi, ils auraient bien aimé qu'on fasse autrement. J'en ai connu un, qu'on a connu avec Madeleine, et qui, lui, était à 21h. Voilà. Il était dans une grande banque parisienne, et il était là-bas. Bon, donc, je pense que cette question, c'est plutôt la question de, j'aime pas le terme aménagement du temps de travail, mais c'est plutôt la nouvelle organisation du travail dans l'entreprise, à la fois une garantie de stabilité, et des garanties permises par l'État social avancé, mais en même temps qu'à l'intérieur, on donne la possibilité quand même, si je le veux, d'avancer vers autre chose. Ça me paraît très important. Ça me paraît très important. Et là, je disais que j'allais parler du cinéma. Pour les gens qui aiment Claude Sautet comme moi, ça va leur parler. Je pense que c'est un changement d'époque profond que nous vivons. Et ce que je dis est à la fois dans la tête des gens, et en même temps, je ne vois pas comment ça se passera. Les films de Claude Sautet, excuse-moi, ça paraît bizarre, ça fait longtemps que je veux écrire un livre sur les films de Claude Sautet vus du point de vue social. Quand vous regardez les films de Claude Sautet, il parle tout le temps du social. Alors vous me direz, avec une classe particulière, qui est la classe des cadres, non pas très supérieurs, des cadres aisés, on va dire. C'est les années 70, début des années 80. On n'est pas encore, on commence le chômage de masse, mais on n'est pas encore complètement. Hein, on 15, on 7. Et tous les films nous parlent de quoi? Déjà d'un nouveau management. Il y en a un où il y a une nana qui est la maîtresse d'un autre, son copain est viré parce qu'on a dit qu'il n'est pas productif. Le type est parfaitement performant. Truc américain, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est avec Bruno Crémer et Laurent Schneider. D'ailleurs, le type en question se suicide parce qu'à un moment donné, je crois, il se fait écraser, mais sans le faire exprès, il est complètement déboussolé. Il y a toute une série d'exemples où on voit, comment je vais dire, la bourgeoisie. Parce qu'on attaque toujours la bourgeoisie, là, capitaliste, qui exploite les petits-enfants, tout ça. Mais il y a une bourgeoisie, j'allais dire, un peu intellectuelle, cultivée, qui fait un certain métier, qui est dans les entreprises, et on voit que les années 70, c'est le début de la décadence, d'une certaine façon, du déclin de cette bourgeoisie-là. Et dans les films du Sautet, c'est très frappant. César François et les autres, qui est un grand film social, hein, excusez-moi, bon. Il y en a un qui s'entend pas avec sa femme, qui est médecin, mais les autres. Il y a un type qui veut être écrivain, qui ne l'est pas. Il y en a un autre qui essaie de refourguer sa petite entreprise, mais il y a en face des aigrefins qui veulent prendre son entreprise pour rien. J'ai un jeune boxeur qui est précaire. Et en fait,
il ne parle que de ça. Et c'est déjà une espèce de déconstruction du monde de travail dans le fond des travaux variés. Je pense que c'est exactement ça. Et ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser notamment à un livre qui vient de sortir, très curieux bouquin, un énorme bouquin, je n'ai pas encore lu, j'ai lu, c'est passionnant. Je pense que ça s'intitule comment? C'est le problème des bourgeois, des élites au temps d'Hitler. Et le type, la thèse qu'il a, c'est de dire que dans le fond, la montée en puissance de l'hitlérisme, c'est un problème de classe évidemment, mais c'est le fait qu'il y a des gens de la bourgeoisie cultivée qui sont sentis menacés et concurrencés par la bourgeoisie commerçante, si j'ose dire, capitaliste aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces gens-là avaient perdu un certain nombre de repères, certains universitaires, cette bourgeoisie dont parlait Thomas Mann ou Stefan Zweig. Moi, j'ai lu tout ça, et je ne sais plus comment ça s'appelle, le monde d'hier de Stefan Zweig. C'est le monde d'hier, hein, et dans le monde d'hier, il parle de ça. C'est ça, et il est effrayé parce qu'il voit un certain nombre de gens, il ne parle pas complètement dans ce livre, mais il y a un certain nombre de gens qui, dans le fond, sont tentés, on appellera le populisme aujourd'hui, c'est un peu ridicule, mais on dirait ça comme ça, sont tentés parce qu'ils voient leur monde s'effondrer. C'est un monde humaniste et bourgeois. Alors c'est curieux de ma part de dire ça, parce que, voilà, je ne suis pas spécialement issu de ce monde, mais ce monde a existé, et en face de ça, vous avez une massification du pays, sous la pression d'un capitalisme nouveau, qui est d'essence quand même américaine. Et donc, ces groupes-là se sentent menacés. Et les films de Claude Sautet, c'est exactement ça. Et vous connaissez la phrase de Cocteau, enfin, le cinéma filme la mort au travail, il disait Cocteau, une phrase magnifique, et je dirais, le cinéma de Sautet filme la mort sociale d'un certain nombre de gens au travail. Et en fait, il y a des histoires d'amour, genre de triolistes, tout ce que vous voulez, parce que le cinéma français ne peut pas faire un film sans qu'il y ait des histoires de fesses tout le temps, c'est le cinéma français. Bon, voilà, excusez-moi de dire ça comme ça, mais là, derrière Sautet, moi, il y a des films qui sont absolument prenants. Il y en a un où il y a une grève parce que c'est dans une entreprise, elles sont laborantines, Romy Schneider avec sa copine, justement, je me demande même si c'est pas le même film. Le type qui est le cadre plus ou moins meurt, je ne me demande pas si c'est le même, où effectivement elles sont là, il y a une grève qui est lancée, ça passe, elles doivent faire grève, parce qu'il y a déjà un premier dégraissage dans un laboratoire pharmaceutique. Bon. Voilà, tous ces films, évidemment c'est autre chose, évidemment, mais voilà, même celui avec la jeune prostituée, là où il y a la fin du film, où ils sont pris, bon, avec la métaphore est limpide, ils sont pris il pleut, et la voiture est bloquée dans la boue, où il y a à la fois le fils et le père qui sont en train d'être ruinés, c'est des avocats, je crois, ils sont ruinés parce que personne ne vient plus les voir, ils vont voir un type qui les a pas payés, etc. Et dans la voiture, il y a Mado, voilà, le film c'est Mado, dans la voiture il y a Mado, qui est une jeune prostituée que fréquente le fils du père, et il y a Dutronc, qui est un type, qui est un comptable, qui n'arrive pas à s'en sortir et tout. C'est un film de la fin des années 70. Hein. Et ça nous parle d'un monde qui est en train de disparaître. Alors, je fais cette longue parenthèse de cinéma, mais parfois le cinéma nous en dit plus que d'autres choses. Et ce monde-là, il a disparu, et je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie de ce monde-là, aujourd'hui, pour un certain nombre de gens. Et ça demande pour nous, et ça va être ma dernière partie, lancer quelques pistes, ça nous demande une réflexion de fond. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement répondre à ce questionnement qui d'ailleurs, je pense, n'est pas clair. Dans les films de Sautet, ça me paraît clair. Il y a un monde qui disparaît. Hein. Il y a notamment, il y en a un que j'adore, il y a le fameux repas, là, c'est François Vincent, le fameux repas du dimanche avec le gigot. C'est quelque chose, c'est aussi une scène emblématique, je veux dire. Là, tout le monde est là, c'est emblématique. Il y en a une autre, c'est ils sont en Vendée. Là, ils vont en vacances en Vendée, près de la mer. Et là, c'est pareil. Et là, il y a une montante qui... c'est Garçon, je crois, le film, c'est Garçon. Il y a une montante qui essaye aussi... il est garçon dans un restaurant, à un moment donné, il y a une querelle avec l'équipe du restaurant. Mais, franchement, ça ne parle que de ça, d'une certaine façon. Et donc, comment on fait pour retrouver, à l'intérieur d'un monde salarial qu'à mon avis, il faut défendre, une autre capacité de rebondir et de faire de sa vie autre chose. C'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué. Le rapport de force n'est pas là. Je l'ai dit tout à l'heure, le syndicalisme, lui, qui intéresse peu. Les hommes politiques, vous avez vu la campagne, c'était un assaut. Moi, le minimum social, je 3, 4, 5. Voilà, il y avait moins de liquidation des fonctionnaires quand même, à part Valérie Pécresse. Bon, moi, j'étais à 200 000, sinon on était à 600 000.
Voilà. Donc, il y en avait moins, quand même, des fonctionnaires cette année, mais c'était uniquement un saut de qui est révélateur, mais qui ne peut pas répondre à la question essentielle sous-jacente. À moi, à mon avis, il faut le faire, c'est pas la question, c'est pas à moi de dire ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va réclamer, sans doute, un nouveau rapport de force. Ah, d'abord du débat, des exposés. Là, j'ai dit beaucoup de choses, et je pense que si on reprend certaines choses, il y a pas mal de conférences à faire, de débats à avoir, d'articles à écrire, parce que je ne peux pas faire les unes après les autres les débats, hein, il y a plein de trucs qui se mélangent. Moi, je pense qu'il faut faire ça, ce que je viens de dire à l'instant, avec cette formule un peu bizarre, être profession libérale dans un monde de salariés et protégés, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu l'état d'esprit. En passant, les enseignants ne sont plus ces professions libérales dans un monde. Voilà, ils étaient avant, ils ne sont plus. Non pas parce qu'ils ont été privatisés, mais parce que le management public, lui, a changé, entre parenthèses. Et puis pour d'autres raisons qui seraient longues à expliquer, que j'ai connues moi-même, bon, y compris dans l'enseignement privé. Un autre problème, bon, il y a un autre débat aussi. Sur l'enseignement, il y aura beaucoup de choses à dire, même un peu cruel, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Donc déjà, il faut faire ça, ce qui suppose, effectivement, bien sûr, une critique du libéralisme, mais ça, on s'en doutait, et vraiment une critique philosophique, et notamment sur la question de la centralité de l'idéologie du travail. Je veux dire un petit truc là-dessus, parce que c'est un débat qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Il y a encore des gens qui, de temps en temps, nous ressortent. De toute façon, le travail va disparaître. Moi, j'en vais à la fin du travail, Jérémy Rifki. J'avoue que... Oui, moi, non, j'entends un sourire, hein, mais je ne crois pas que le travail va disparaître. Si aujourd'hui il y a crise, c'est parce que c'est vraiment plutôt, encore une fois, de façon sous-jacente, qu'est-ce que je fais quand je travaille? Vous savez, il y a un texte de Ellul qui s'appelle sur le travail, je l'ai là d'ailleurs, enfin, en gros, que voulons-nous faire? Qui sommes-nous quand le travail? Alors, Ellul attaque beaucoup, moi j'aime bien avec Ellul, il attaque beaucoup l'idéologie du travail, l'idéologie travailliste, entre guillemets, pas travaillisme politique, l'idéologie travailliste du travail, bon, qui est pour lui l'idéologie bourgeoise du XVIIe, XVIIIe. Voilà, donc en gros, le travail, c'est le sens de la vie. Bon. Alors, Ellul, très curieux d'ailleurs, qui était un protestant, franchement, c'est pas la thèse de Max Weber. Peut-être Max Weber, c'est le calviniste, hein, parce que Max Weber, contrairement, on dit qu'il critique, non, il dit simplement que on va connaître la thèse, donc voilà. Mais c'est intéressant parce que lui, il est dans une logique de dire il faut qu'on change notre regard sur le travail, c'est-à-dire tout simplement, bon, est-ce que dans la vie, il y a uniquement que le travail? Voilà. Donc, je ne pense pas que les gens vont jusqu'à dire ça. Est-ce que dans la vie, il n'y a que le travail? Il n'y a que le travail. Est-ce que ma vie se résume au travail? Avec une question que j'aborderai pas ce soir, mais peut-être pour faire une conférence. Qu'est-ce que c'est que le travail véritablement? Quand par exemple, on fait un livre, on écrivait est-ce qu'on travaille? Est-ce que c'est l'emploi salarié uniquement? Il y a eu un grand débat dans les années 90 qui me saoulait complètement, qui était travail, activité, bénévolat, avec à l'offensive des patrons sympathiques, comme ceux du CJD, que je connaissais beaucoup, avec lesquels on ne s'entendait pas, et qui, eux, jouaient sur cette proximité sémantique. Vous voyez, ils disaient, oui, mais M. Arondel, dans mon entreprise, il jouait, et on voyait bien que c'était pour flexibiliser le travail, en fait, en réalité, mais il mettait en avant, oui, mais oui, il y a des activités qui sont du travail, etc. Quand vous défendez le travail salarié en tant que syndicat, vous n'avez pas compris. Moi, je défends le travail en tant que réalisation de soi-même. En plus, certains étaient chrétiens, catho. Certains étaient catho, assez libéraux. Donc, on était dans, on dit ça gentiment, hein, sans haine, j'en connaissais un notamment à l'époque, qui était un garçon charmant, voilà. Toute la femme charmant, on a fait des choses ensemble, des colloques. Et d'une certaine façon, je ne m'y retrouvais pas non plus, parce qu'ils ne comprenaient pas que les salariés avaient besoin de stabilité aussi. Voilà. Même si eux, quand ils géraient le CJD, c'était formidable, ils restaient que 5 ans, très bien, ils restaient que 5 ans, c'est un autre qui arrivait, tout ça. Donc ils ne voulaient pas être comme des hommes politiques. C'était fascinant, c'était très gentil, mais ils ne répondaient pas à la question de fond, comment on peut créer de l'autonomie en étant en même temps protégé. C'était la vraie question, puis d'ailleurs, sans doute peut-être qu'on ne peut pas la résoudre comme ça. Donc c'est ça la question. Et l'idéologie du travail, c'est à nous de répondre quand même aussi, parce qu'on va me dire, bah oui, mais enfin, si on n'a pas de travail, on est dans un monde de concurrence fondamentale, etc. C'est là où moi je pose la question du temps de travail. Je sais que je suis un peu à contre-courant aujourd'hui, de la productivité. Et quand je disais ça à certains de mes syndicalistes, ils n'étaient pas souvent très contents. Philippe, on doit intégrer tout le monde. Je suis d'accord, moi je suis d'accord pour intégrer tout le monde.
Mais on est dans une société moderne, quand même. On ne reviendra pas. Je veux bien qu'aujourd'hui, il faille revenir comment dirais-je, une vision du monde qui ne serait pas complètement gestionnaire ou moderne. Moi, je veux bien, mais on est quand même dans une question aujourd'hui d'affrontement mondial, de souveraineté. Je ne vois pas quand même, on pourrait devenir, comme mes copains de limite, que j'adore, qui sont dans le post-68 Arcato aujourd'hui, et qui disent l'artisanat c'est formidable, qui vivent en collectivité, c'est un néo-Larzac sympathique, un peu conservateur, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le dis souvent à mon ami Paul Picaretta, qui est un garçon absolument adorable, c'est pas la question. Et même moi, je parle de la France aussi, au début, j'en parle un peu quand même. C'est un État qui fait du droit social, ça. On est bien obligé de prendre cette dimension. Et, moi, ce que j'ai envie de proposer, si vous voulez, c'est que quand même, il y a un problème majeur dont on ne parle pas, qui est la qualification. C'est un autre débat, il faudra qu'on en reparle. Aujourd'hui, dans une partie du manque de main-d'œuvre, il y a aussi les patrons qui ne veulent absolument pas payer, tout ça, d'accord. Il y a aussi un problème de qualification sur certains métiers, qui est, à mon avis, très important. Quand on a certains nouveaux métiers, notamment dans l'informatique, on vous explique ce qui me laisse rêveur. Moi, je n'ai pas pu aller vérifier qu'il nous manque des informaticiens de haut niveau. Voilà. On les cite partout dans toutes les études, on ne les trouve pas en France. Alors, je suis un peu étonné parce que quand j'étais au CERN, il y avait des gens qui. Il y avait un cursus et puis on pouvait prendre d'autres matières. Il y avait une matière informatique, presque 40 ans, enfin 30 ans, je suis un peu étonné. Alors, maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais dans toutes les statistiques qu'on voit, il manque ce main-d'œuvre, avec évidemment tout ce qui se passe avec la mise en concurrence internationale. Hein, on le sait. On le sait, on a été tellement bête dans les années 70 pour dire, et tellement arrogant pour dire des Chinois qu'ils étaient bons qu'à faire que des slips, des chaussures en toile, et que nous, on avait, n'est-ce pas, le mot à eau, comme on disait à l'époque, génial, les pétrodollars, on disait, nous, il n'est pas question, on ne va pas en plus s'amuser, en plus à fabriquer la machine outil, c'est les Allemands qui le font, c'est un peu plus cher, mais c'est les Allemands qui sont meilleurs, les Chinois vont faire, oui, c'était la nouvelle division internationale. Moi, j'étais journaliste, je me souviens, j'entendais les types dire ça. Évidemment, aujourd'hui, les Chinois, ils ne font pas que les petites jupes à 15 €, ils font aussi dans l'informatique, le reste, ils font tout le reste. C'est l'usine du monde, l'atelier du monde. Et là, évidemment, les types, ils ne savent plus quoi dire. C'est fondamental. Et moi, ça pèse sur cette question du travail. C'est fondamental. Donc, ça suppose effectivement une nouvelle réflexion. Et si on veut lier, ça sera ma conclusion, si on veut lier cette question d'être créateur, cette demi-créatrice, du sens du travail et en même temps d'être protégé, il faudrait bien qu'on passe à un système. Je regrette devoir le dire, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais bon, si on veut être en même temps performant, on n'y peut rien, ça existe. Je veux bien qu'on freine la concurrence, je suis tout à fait néo-protectionniste, etc., etc. Je ne suis pas un protectionniste qui consiste à dire là-dessus, il faudra avoir un débat, c'est très important, parce que beaucoup de gens prennent le protectionnisme comme une protection de n'importe quoi. Le but du protectionnisme, c'est pas d'empêcher que certaines entreprises changent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de faire qu'on aura des changements qu'on fera nous-mêmes, protégés pendant un certain temps, pour changer l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire quand on est dans une dérégulation, une mise en concurrence sauvage, notamment des États entre eux sur les systèmes sociaux. On ne peut pas. Donc le protectionnisme, c'est à la fois ces deux choses, à la fois pour protéger les gens qu'on va changer, de façon alors, syndicale, tout ce qu'on veut, etc. On peut en parler si vous voulez, des questions, et à l'abri de cette guerre qui est le libre-échange tel qu'il est aujourd'hui, qui est une guerre déloyale. Donc le protectionnisme, c'est pas fait, j'allais dire les canards boiteux, ce sera mal pris, personne ne comprendrait, c'est pas ça. C'est pour véritablement moderniser l'entreprise, non pas comme on l'a fait dans les années 80, mais d'une façon positive, en intégrant notamment ce nouveau logiciel de cette autonomie créatrice. Donc ça demande des employés qualifiés, bien sûr plein emploi, bon, ça va sans dire, des gens très qualifiés, des gens qui sont respectés, ça demande une nouvelle politique macroéconomique, et ça demande, par rapport à la globalisation, une prise de distance. Et je vais terminer sur une phrase de Michel Joubert que j'aime bien, qui m'a toujours fait sourire, j'adorais cette phrase avec sa petite voix, je me souviens de lui. Et quand on l'a accusé d'être un néo-protectionniste épouvantable avec l'histoire, je crois que c'était les ordinateurs japonais. Je veux dire tout ça. Hein?
Du magnétoscope. Magnétoscope, pardon. Magnétoscope. Et ça va être facile. Alors, on lui dit, monsieur Jaubert, vous vous rendez compte? Et il répond, mais de toute façon, je ne suis pas protectionniste, mais je ne suis pas pour mettre en place en France une grande Albanie mélancolique. Cette phrase est sublime. Elle est sublime, pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait l'Albanie, effectivement. Enver Hoxha, nous on se souvient tous d'Enver Hoxha. J'avais des copains qui écoutaient Radio Tirana. Radio Tirana. Enfin, oui, ça fait rire quelqu'un. Hein. Radio Tirana. Et Enver Hoxha, c'était la Corée du Nord. C'était la Corée du Nord. C'était complètement délirant, je veux dire. Et donc, il avait raison, Jaubert. Il faut qu'on réponde ça. Je termine vraiment là-dessus, parce que. Et je ne pas des questions du travail. Hein. L'ALM crée un quotidien, à un moment donné, je crois qu'il est paru quelques mois. Je crois qu'il y avait un quotidien, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il a créé un truc, ou un hebdomadaire, je ne sais pas. Il abordait ces questions de façon intelligente, mesurée, je veux dire, c'est très très bien. Et il faut qu'on comprenne ce point-là. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, les gens qui accusent d'être autarciques, ça, c'est pas le problème. L'autarcie, ça n'a jamais existé entre nous, je dis. Même la France des 30 glorieuses n'était pas autarcique. Hein, de Gaulle n'était pas autarcique, ça n'a aucun sens. Tout simplement, il y a des rapports de force à restaurer dans notre sens. Voilà. Et ça, si on arrive à faire ça, ça fait beaucoup de boulot. Je pense qu'on pourra à ce moment-là reposer la question dans son véritable sens. Et dernier mot, puisque tout à l'heure j'évoquais Guy Debord, il ne faudrait pas qu'on tombe dans cette histoire de travailler jamais. Parce que ça, c'est ce que j'appelle la bohème. Et il y a des gens qui peuvent être tentés par la bohème. Je lisais encore un texte assez amusant sur les républicains dans les années 1830-1840 en France. Enfin, Marx disait ça de façon extrêmement virulente, mais tout le milieu républicain de l'époque, on retrouve ça chez Baudelaire, était un milieu de bohème artistique, de pseudo-bohème artistique, de gens qui ne travaillaient pas beaucoup, etc. Je pense que c'est très bien, ça a fait de grands textes littéraires, mais c'est un contre-modèle. Ce n'est pas un modèle qu'on peut mettre en avant comme ça, même si, et ça c'est une autre conférence, même si on voit qu'aujourd'hui, par rapport notamment à la numérisation du monde, on a des gens qui sont en train de rentrer dans ce système. Les gens qui travaillent sur les plateformes, notamment extérieures. Moi, je viens de lire un livre il y a 4-5 mois, je ne sais plus comment il s'appelle, de Patrick Singolani. Il explique, alors il y a Uber, hein, tout ça, mais il y a des gens qui ont un deuxième boulot le soir, qui travaillent sur ordinateur, qui touchent un peu d'argent. Il y a même un boulot, je n'ai pas compris comment ça se passait, je lui ai demandé, il n'avait pas l'air. Il y a même des gens qui, comment dirais-je, qui essayent de. Il y a un boulot, tenez-vous bien, je n'ai pas bien compris, qui récupère des fiches, vous savez, quand vous êtes supermarché, on vous demande, vous voulez votre ticket maintenant, c'est génial, on ne demandait pas ça avec quelqu'un. Vous voulez votre ticket, monsieur, madame? Oui, oui, je le veux, le ticket. Maintenant, ils disent, c'est pas la peine de leur donner le ticket. Ah, ils donnent, si on demande. Il y a des gens qui font des études de la récupération des tickets. Il y a des qui travaillent par informatique le soir pour se faire un peu de thunes. Et, je sais pas, très franchement, c'est absolument hallucinant. Et vous avez des gens qui ont 3-4 boulots comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est à moitié du noir, c'est à moitié sur des plateformes étrangères. De même que vous avez des petites communes maintenant qui font faire leur comptabilité en Thaïlande. Voilà. Où aujourd'hui, il y a, je vais terminer là-dessus, où il y a tous ces jeunes de la Silicon, qui ne sont pas de la Silicon Valley. Il y a maintenant des endroits dédiés, avec des plages, des hôtels, si jeunes, de 30-40 ans, plus très jeunes, tout ça, comme les Silicon Valley, qui viennent travailler, des télétravailleurs de luxe extérieurs, qui viennent tous ensemble. Voilà, il y a aussi ce qu'il faut en femmes, etc. On trouve des sites qui vous disent ça, des télétravailleurs de luxe à l'intérieur de l'Occident. Ça, c'est un autre débat. Ça aussi, ça met en l'air totalement, parce que c'est au-delà des frontières, ça met en l'air totalement un certain nombre d'équilibres. Là aussi, il faudra y réfléchir. Il y a des textes qui commencent à sortir. C'est des endroits géographiques dédiés. Et les gens vivent, travaillent, couchent ensemble. Voilà. Ils restent quelques mois, puis ils repartent ailleurs dans un autre endroit dédié. J'ai vu qu'en Turquie, récemment, ils sont en train de mettre en place. C'est très curieux. C'est très étrange. C'est un autre phénomène. Alors, c'est l'ubérisation, mais ce n'est pas l'ubérisation telle qu'on la pense. Ce n'est pas le mec qui livre les pizzas en 10 minutes. C'est des précaires de luxe, si j'ose dire. Il y a des précaires de luxe sur un marché, ça aussi c'est très important, ça déstabilise le marché, sur un marché mondial très concurrentiel, haut de gamme,
vous avez des gens qui ne veulent absolument pas d'emploi fixe et qui peuvent trouver une place. Il y en avait un qui avait compris ça depuis très longtemps. C'est curieux d'ailleurs. C'est le ministre du Travail de Bill Clinton. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est Robert Reich. Il avait lancé, il y a très longtemps maintenant, hein, il avait lancé cette idée. Il dit l'avenir sera un manipulateur de symboles. Les manipulateurs de symboles, ça m'a toujours peu de choses écrites là-dessus. C'est les gens qui, dans la mondialisation, ont une capacité à un moment donné d'incarner quelque chose tel que le monde le voit, et qui vont parler sur notamment les sujets de ce soir. Je suis un peu un manipulateur de symboles, mais à mon niveau à moi, et qui vont pouvoir parler et dire des choses. Voilà. Rifkin a voulu faire ça, hein, je m'en suis absolument persuadé. D'ailleurs, il parle de Robert Reich dans ses livres. C'est très curieux, c'est très étrange, et ça, il va falloir aussi qu'on réfléchisse là-dessus. C'est un public particulier, c'est pas mes cadres humanistes pas trop aisés de Sautet, c'est les cadres à la papa de Sautet. Ça, c'est les nouveaux jeunes requins, si j'ose dire, de la Silicon Valley, et qui se positionnent aussi politiquement, c'est très intéressant, parce que tous ces gens sont politiquement aux États-Unis, voilà, sont politiquement, on sait, hein, celui qui a créé plus ou moins Internet, il y a eu son manifeste qui a été publié dans le Monde, il y a 3 ou 4 mois. J'ai découpé ça, c'est hallucinant. Son nom m'échappe, c'est pas Bezos, c'est l'autre. Zuckerberg, qui a publié ça. C'est génial. C'est un texte libéral, mondialisateur, sur les frontières, mais en même temps, je suis pour les pauvres, sur la planète, etc. Et il a publié, d'ailleurs, on disait qu'il voulait se présenter aux élections, Mark Zuckerberg, et donc, il y a ça aussi qui nous guette par rapport au travail, même si c'est un credo très, très, très particulier, qui, à mon avis, évidemment, sort un peu du domaine que j'ai abordé ce soir. Mais ça ne pas au nez, et le monsieur avec son bébé qui sourit, à mon avis, aimerait bien rentrer dans... Pourquoi pas international? Pourquoi pas international? Par Internet, c'est un clic. C'est un clic. Alors, évidemment, de l'autre côté, j'en termine vraiment là-dessus, de l'autre côté, il y a ceux qui me téléphonent toute la journée. Il y en a une chez moi qui téléphone 2 fois par semaine avec son accent. Elle est sur une plateforme à Dakar, avec l'accent qu'elle a, et là, c'est autre chose. C'est le monde qui nous guette, et là, on retrouve cette opposition de 2 types de travail, de 2 types de salariés, et c'est un vrai problème de cohésion, vraiment, dans notre pays. Parce que si on ne fait pas quelque chose, je crains que là, on ait des oppositions tout à fait violentes. Et là, je retrouve les thèses, je partage un peu, même si la conclusion n'est pas la mienne, les thèmes de Géraud Saint-Paris. Moi, je partage son diagnostic. Là où je suis moins d'accord, c'est qu'il faudra bien qu'on résolve, et on ne va pas le résoudre par la révolution, il faut bien qu'on résolve la question de l'affrontement entre des groupes, on l'a encore vu, qui se haïssent littéralement, d'une certaine manière. Quelles que soient les raisons, ou les bonnes ou mauvaises raisons des uns et des autres. Je ne rentre pas là-dedans, c'est un autre débat. Voilà ce que je veux dire ce soir. Fondamentalement, c'est un vrai grand débat. C'est un vrai grand débat, et évidemment, il y a 25 000 pistes, donc je reviendrai sur certains des sujets, si vous le souhaitez, parce que ça me paraît très, très important. Et aujourd'hui, c'est un débat qui est en train de renaître. Et on ne peut pas ne pas en être. On ne peut pas ne pas en être, sauf à ne rien dire sur rien. Voilà. Merci à tous. Merci Philippe. C'était un peu long, hein. C'était un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et on aurait dit encore plus. Si vous avez des questions, je vais répondre. Si je peux répondre. Alors, le débat est ouvert. Je vous en prie, les uns et les autres. Guillaume, donc. On va revenir sur un point, un moment où vous parlez du PSU et justement de cette volonté très décentralisatrice de l'entreprise, amenant à l'autogestion théorique avec Épinay. Alors, on peut très bien dire qu'effectivement, le conseil d'administration reste très centralisateur avec un pouvoir très haut placé qui donne des grandes orientations, mais le reste, force est de constater que le PSU n'a pas eu foncièrement d'ordre. Il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'avec les 3 formes de management qui sont le top, le middle et le bottom, on est arrivé à ce management et à cette décentralisation. C'est-à-dire que les gens ne sont plus, il n'y a plus de culture d'entreprise, et il n'y a plus d'identité au sein de l'entreprise. Les gens, justement, sont arrivés à un niveau d'atomisation du salarié au sein des entreprises. Alors, le mot décentralisation, d'ailleurs, en même temps que je disais, je me disais, c'est peut-être pas le bon mot. J'ai un peu percuté avec la décentralisation politique. Et c'est vrai que le PSU parle. Moi, de toute façon,
je ne suis pas très décentralisateur. Alors, je ne devrais pas le dire, mais je sais que beaucoup d'amis me le reprochent beaucoup. J'avoue que cette histoire, je ne suis pas contre la décentralisation, mais j'avoue que... Alors, l'entreprise, ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est redistribuer les pouvoirs d'entreprise sur le PSU et sur la première CFDT des années 70. On est plutôt sur une redistribution du pouvoir, et le thème, c'est l'autogestion. Il y a un très beau livre que je trouve, alors bon, c'est un type qui maintenant, évidemment, n'est pas du tout dans mes idées, mais c'est Rosan Vallon, l'âge de l'autogestion. C'est un texte très intéressant, l'âge de l'autogestion. C'est quand même un intellectuel organique de la CFDT de l'époque. On oublie Jacques Julliard, Rosan Vallon. C'est vrai qu'entre 69, 68, 69 et 75, 76, parce qu'après il y a eu le changement d'orientation stratégique de la CFDT, 75, 76, sous Giscard, où il commence à être un peu différent, pour des raisons, je pense, de chômage. Mais il y a eu tout un moment de défrichage. Ils ont publié des brochures que j'ai lues, et le thème, c'est autogestionnaire. Et d'ailleurs, Rosan Vallon, c'est très amusant, parce que Rosan Vallon, dans son texte de l'autogestion, que j'avais lu à l'époque, avec passion, c'était en fait une critique de l'Est et de l'Ouest, ce qu'on a beaucoup oublié, complètement oublié aujourd'hui. Évidemment, l'extrême gauche a dit anticommuniste, ça n'a rien à voir. C'est il expliquait très bien qu'à l'Est comme à l'Ouest, on a, et dans le fond, c'est un thème très intéressant, on trouvait ça aussi chez des philosophes plutôt libéraux comme Raymond Aron, pour d'autres raisons. Moi, ça me semblait très intéressant, en tout cas, ça a été mon engagement à l'époque. L'Est et l'Ouest, il y avait des grosses entreprises, gérées peut-être d'une même manière, ce qui est un peu faux quand même entre nous soit dit, mais du bureaucratisme, etc. Et donc, c'était l'idée, on va rendre le pouvoir aux salariés de l'entreprise. Vous voyez, c'était surtout ça. Le mot décentralisation n'est peut-être pas le mot, ça je suis d'accord. Mais c'était ça, et c'était assez fascinant, et disons-le carrément, bon, on n'avait pas trop d'exemples historiques de l'exemple du titisme, de Tito, mais l'autogestion, je ne sais pas, enfin, en tout cas, beaucoup de gens d'extrême gauche s'appuyaient sur les modèles yougoslaves. Bon, on n'a jamais su si ça marchait bien ou pas, c'était très compliqué parce que l'Yougoslavie ne marchait pas si bien que ça. Et puis un exemple historique, évidemment, qui est un peu absurde, qui était l'autogestion pendant la guerre d'Espagne. Bon, voilà. Les grands propriétaires étaient partis, ils ont mis en autogestion certaines terres. Bon, évidemment, à la limite, c'est ce que c'était une autogestion idéologique. Bon, les textes que j'ai sur la guerre d'Espagne, quand Orwell écrit ce texte de la Catalogne, je ne sais pas s'il parle beaucoup, je m'en souviens plus, j'ai lu ça il y a longtemps. Je ne pense pas qu'Orwell parle beaucoup de l'autogestion. Quand Simone Veil se retrouve du côté de la CNT espagnole, elle revient effrayée parce que les camarades d'Anard font plein de crimes, notamment les colonnes de Routy. Elle dit maintenant, pour moi, c'est terminé. Alors qu'elle était quand elle était plus ou moins enseignante, elle était au syndicat anarchiste, qui était tout petit syndicat à l'époque, qui n'était pas la CNT en France. Bon. Donc, je ne sais pas. Donc, des exemples d'autogestion, on n'en a pas eu tellement. Donc, et c'était défriché, mais c'est un exemple intéressant. Est-ce que ça aurait pu marcher? Bon. Alors, il y a l'affaire Libre, mais Libre, c'est, bon, ça, on ne peut pas s'appuyer sur Libre. C'est un exemple un peu symbolique. Mais, Libre, c'est, même si bon, les paroissiens de Palante, Maurice Lavelle, les paroissiens de Palante de Maurice Lavelle, qui sont absolument extraordinaires quand il est Mao et qui. Les paroissiens de Palante, évidemment, bon, c'est côté complètement religieux. Et j'ai rencontré des gens depuis qui m'ont dit, de l'époque, on s'est rencontrés parfois, notamment j'ai rencontré quelqu'un à la radio, un journaliste de ma radio qui disait j'étais CFDT, c'est les paroissiens de Palante, ça me va bien, bon. Mais bon, très honnêtement, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Voilà. Et puis le PSU, bon, c'est vrai, il a été ensuite, après, liquidé par le PS, qui a récupéré les thèses et qui les a, excusez-moi, mais trahi quand même assez vite. Donc voilà, donc ça, c'est tout. Voilà. Non, mais une bonne question. Oui. Tu as l'exemple des coopératives. Oui. Et puis celui de la participation gaulienne. Oui. Alors, non, mais ça, c'est une très bonne question. Ça, je sentais qu'elle allait. Non, mais les coopératives, ça a toujours existé, ça existe en partie toujours, mais ce n'est pas un modèle qui a. Il se trouve que j'ai fait mon mémoire sur les coopératives socialistes dans l'agriculture. C'est très intéressant. Mais c'est particulier, notamment dans le Sud-Est. Dans le Sud-Est, il y a eu beaucoup de coopératives quand il y avait la crise viticole. Mais c'est très particulier, et c'était des socialistes agricoles
bon, un peu jaurésien, voilà, qui s'opposait beaucoup aux syndicalistes, lutte de classe, là, Jules Guesde, avec son parti, le Parti ouvrier, je ne sais plus comment ça s'appelle, le POF, je ne sais pas, Parti ouvrier français, quoi, voilà, avec, voilà, donc c'est compliqué. Il y en a encore quelques-unes, notamment quand je vais en vacances dans les Vosges, il y a quelques coopératives, il y en a même une qui est tenue par apparemment la CFTC encore, je ne sais pas où ils en sont, enfin, des gens qui étaient à la CFTC, des salariés. Je ne sais pas, le modèle coopératif, qui est un bon modèle, c'est encore autre chose, c'est pas complètement l'autogestion. Enfin, quant à la participation, c'est un autre débat, je n'ai pas voulu le prendre ce soir, je pense qu'il faudra en parler. C'est un autre débat, la participation, parce qu'en l'occurrence, ce n'est ni la cogestion à l'allemande, ni l'autogestion, ni la coopérative. C'est une tentative de répartir un peu mieux les pouvoirs dans l'entreprise. Et le pouvoir, attention, hein, pas uniquement les finances, parce que alors dans le bouquin d'Arnaud Tessier, là, de Montgomery, il raconte que De Gaulle, juste avant de disparaître, enfin de partir, quand il a été battu, se préparait, il en parle longuement, un texte de loi qui aurait été très loin dans la participation des salariés. Alors ça, je ne savais pas. C'était le référendum de 69. Oui, mais alors à l'époque, le référendum, franchement, personne n'a compris, à mon avis, cette histoire. Et le texte de loi, c'est un texte de loi. Je ne sais pas s'il en a parlé, comment dirais-je, de façon très générale. Je me souviens d'une interview, qui est d'ailleurs, à mon avis, sur le net, assez fascinante avec Michel Nord, d'accord, mais où il explique, après 68, qu'il est contre le capitalisme. D'un seul coup, il dit, très curieux. Et lui, Arnaud Tessier, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il avait préparé avec des gens des textes qui devaient devenir un texte de loi s'il avait été, il était resté. Je n'en sais pas plus, on a demandé à Arnaud Tessier, il a peut-être les textes, je n'en sais pas plus, ça m'a, quand je l'ai fait lire, ça m'a complètement fasciné. Il y a 2 ou 3 pages là-dessus. Et effectivement, bon, on sait très bien ce qu'il en a devenu, et en plus, les gaullistes, certains gaullistes n'en voulaient pas. Pompidou et Chirac. N'en voulaient pas. Pompidou et Chirac ont tout fait pour faire quelque chose. C'est ça, voilà. Alors en plus, il faut savoir aussi que c'est de la cuisine politique, mais il avait accepté, de Gaulle, ce que dit Arnaud Tessier, d'ouvrir sur le centre pour des raisons de majorité politique. Il n'était pas contre. D'ailleurs, on le ferait bien, Pompidou, on le ferait très bien. Je ne suis pas pour, mais enfin, je comprends qu'il faut le faire. Évidemment, ça supposait aussi que dans ce domaine-là, on soit un peu plus... Parce que les centristes de l'époque n'étaient pas les démocrates chrétiens de la Libération. Ça aurait été les MRP des années 46-47, Georges Bidault, qui n'est pas un homme d'extrême droite, même si c'est pas ce qui s'est passé après, mais il n'a jamais été un homme d'extrême droite, Georges Bidault. CNR, Bidault. Et à la Libération, quand vous regardez un petit peu ce qui se passait au MRP, le MRP était très divisé, mais il y avait une gauche, si j'ose dire, personnaliste chrétienne, un peu, etc. Il y avait des gens qui poussaient fort à la réforme de l'entreprise. C'est une raison qui explique aussi qu'il y a des gens de la CPC qui ont du tout, etc. Et au niveau européen, alors je sais, quand je dis ça, tout le monde hurle, mais la CECA, ou la CECA, comme vous voulez, dans les hautes structures dirigeantes, il y avait des syndicalistes, qu'on oublie toujours de dire, c'était beaucoup plus démocratique que ça l'était après. Il y avait des syndicalistes de toute tendance, des réformistes et des syndicalistes chrétiens, des sociodémocrates, et ils siégeaient. Et ils ont essayé de faire de l'intérieur un certain nombre de choses. C'est méconnu aussi. Hein. Moi, j'ai un livre chez moi qui parle très bien de ça. C'est quelque chose un peu technique, c'est compliqué. Mais c'est vrai que la communauté du charbon de l'acier, on a cru à un moment donné que ça préfigurait une autre Europe. Enfin, je sais bien, on peut discuter de ma thèse. Bon, je ne m'avance pas trop parce que je n'ai pas fait un livre de 800 pages sur l'Europe du début, avant même le traité de Rome. Mais ça, c'est un point aussi qu'il faudrait essayer d'aller voir de plus près. Et la raison étant, quand même, la raison de la communauté européenne du charbon de l'acier, c'est quand même derrière cette idée dont on ne parle plus jamais, cette idée de démanteler les trusts allemands. Hein, au départ, c'est quand même ça qu'il nous est dit. Voilà, je veux bien que certains gaullistes et communistes à l'époque ne veulent pas entendre parler de tout ça pour la supranationalité, mais ça mériterait qu'on aille voir de plus près cette question qui, très vite, s'est transformée avec le traité de Rome. On a peut-être vu autre chose, même si les politiques publiques européennes, hein, on oublie ça aussi très très fortement, ce qui n'est plus le cas. Hein. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aller revoir la première Europe, qui est une Europe libérale. Hein. Mon copain socialiste qui a inventé le LMI, il doit être en retraite, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un garçon charmant, qui est un des inventeurs du LMI, Jean-Michel, ça va me revenir, me disait, Philippe, c'est un traité libéral. Oui, c'est un traité libéral, mais ça marche sur 2 jambes. Nous avons des politiques publiques
dont on ne parle plus aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de Raton aujourd'hui? Le nucléaire civil européen, il y avait des sièges en Italie, on ne parle plus. La PAC, quand même, quand vous voyez les débats qu'il y a aujourd'hui avec l'Ukraine, la PAC, c'est absolument hallucinant, les débats, là, il n'y a plus aucune protection de frontières européennes. Le prix mondial du blé se rapproche du prix... Enfin, la première PAC, il y a une décorrélation du prix du blé, qui est plus cher d'ailleurs que les prix mondialisés. Et il y a aux frontières, comment ça s'appelait? Il y avait les montants compensatoires, ça s'appelait en Europe, c'est-à-dire il y a une protectionnisme mondial. Bon, De Gaulle s'était battu dans le fameux compromis du Luxembourg et la chaise vide, s'était énormément battu sur cette question-là, et comme la France avait un poids sans doute très important, on avait fait des montants compensatoires. Et souvenez-vous, et en plus, une politique des prix. Aujourd'hui, depuis très longtemps, nous n'avons pas de protection aux frontières, et nous n'avons plus de politique de prix. Les prix régulés, administrés européens, c'est un peu curieux, n'existent plus. Donc la première Europe est quand même très particulière. Ça vaudrait le coup d'aller rejeter un œil pour des gens comme nous qui se reposent des questions de souveraineté et qui imaginent, non pas qu'on ne fera pas d'Europe du tout, mais qui imaginent une autre Europe. Enfin, ça vaudrait le coup de se reposer la question de cette première Europe. Voilà, c'est un autre débat. Je vous en prie. Et puis, vous parlez de cette démission là, dans le Wall Street. Thomas la démission des personnes de leur travail. Oui. Le télétravail a joué oui, dans le fait qu'il n'y ait plus de collectif. Cet après-midi, j'ai rencontré des personnes, des consultants qui faisaient de la formation d'entreprise. Oui. Ils sont à la retraite maintenant. Et ils me disaient quand même, ils étaient contents d'avoir quitté le métier, parce qu'on a voulu faire des économies. Je pense que, par exemple, voyez-vous, quand on fait de la formation et qu'on n'a plus besoin de salles de formation, déjà, c'est des économies. Et secondo, ils me disent, nous, ça nous motive plus ce métier. Parce que vous vous rendez compte, on est là, on les a derrière l'écran, on n'a plus le contact avec les gens. Donc, c'est ça aussi qui a fait les missions. Je prêche une conférence sur le télétravail. Sur le télétravail, c'est particulier. D'abord, on en parlait dans notre propre confédération, il y avait des études qui étaient parues en 15 heures dans le télétravail. Donc, c'est un thème syndical depuis très longtemps. Contre à droite, pour une fois, le télétravail, les syndicats n'étaient pas en retard, pour une fois. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais pour une fois. Il y a eu des négociations sur le télétravail, bien avant la pandémie, le Covid. C'est compliqué parce que là, c'est une grande inégalité. Ça dépend du métier que vous avez, du poids que vous avez et de ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est très compliqué parce que vous avez des gens qui sont ravis d'être en télétravail. Là où j'habite, j'ai un type qui est en face de moi qui travaille chez Renault. Il a un bon poste. Bien avant la pandémie, il a commencé par faire le vendredi en télétravail. Il était ravi. Bon, il a un boulot très technique, très précis. Lui, moi, Philippe, très content. Pas de problème, moi le télétravail, il en a eu plus pendant la pandémie. Il a un jardin, il sort, il peut... Ça ne pose pas de problème. Et lui, en plus, il se déplaçait beaucoup à l'étranger pour aller proposer des modèles Renault. Il est un peu dans les systèmes très techniques. Il me dit, moi, je peux le faire par ordinateur, ça ne me pose pas trop de problème. Alors, après, il y a le deuxième cas, ce que vous venez de dire, il y a le présentiel, distanciel. Et puis, il y a une troisième chose, le médecin de travail dont je parlais tout à l'heure, il y a l'entreprise désagrégée, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le management doit se repenser, parce que c'est pas la même chose d'être en Zoom à 10 que d'être ensemble. Non, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, c'est faux. Quand on n'est pas beaucoup, ça marche, en Zoom. C'est pas la question, mais c'est pas la même chose, et le management ne va pas être le même. Et dernier point qui est assez étonnant, c'est quelqu'un de la Confédération qui s'est retrouvé en télétravail, je ne dirais pas qui, qui m'a dit qu'elle se sentait mouchardée, quoi. Parce que, elle ne va pas le dire, c'est la personne. Et que l'ouvrait l'ordinateur, et vraiment, dans le fond, ils avaient mis des systèmes, c'est pas un mouchardage, de contrôle du travail. Il faut bien contrôler. Parce que le type qui dit sur un télétravail, c'est formidable, je vais faire ce que je veux, c'est quand même une pure et simple ânerie, quoi. Les Américains en question, ils sont bien gentils, mais en plus, quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est même encore plus fou. Mais les gens étaient quand même surveillés, donc une surveillance à distance. Donc évidemment, un certain type de travail qui risque d'être complètement bureaucratisé, si j'ose dire, parce qu'on peut faire par ordinateur plein de choses. Évidemment, moi, on peut gérer, je suis comptable, je peux gérer de chez moi
la comptabilité de l'entreprise de Bretagne. Hein. On les gère maintenant de l'étranger, ça ne coûte pas cher du tout. C'est incroyable le nombre de communes qui font gérer le truc à l'extérieur. J'ai vu ça l'autre fois, mais c'est hallucinant, quoi. Donc on peut le faire. Vous avez votre comptabilité, moi j'ai pas en partie double, machin, vous prenez l'ordinateur, vous la faites. Alors, le problème après, c'est poser des questions aux gens, tout ça, alors c'est un peu compliqué tout le temps par ordinateur, mais vous pouvez le faire. Mais il y a d'autres métiers que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire. La prise de parole d'un enseignant, c'est quand même un peu compliqué. On peut faire une conférence. Mais le rapport qu'il y a entre les questions qui sont posées, etc., c'est quand même compliqué. Moi j'ai reçu récemment à la radio quelqu'un qui était enseignant et qui m'a dit oui, bon voilà, bon, maintenant je reviens au présentiel, mais avant il n'y a plus du tout le dialogue qu'il y avait avec les gens qui étaient présents. Bon, donc ça pose un certain nombre de problèmes pour les entreprises. Là, il y a beaucoup d'articles qui paraissent. Voilà, je ne dis pas le nombre d'articles qui paraissent sur télétravail en entreprise. Hein. Mais c'est très divisé cette question-là. Il y a des gens qui sont ravis, d'autres qui ne sont pas très ravis. Et deuxième chose, les néo-ruraux. Bon, là où j'habite, on est pas loin du Perche. Après, les journaux locaux qui vous disent, ça y est, les intellectuels, enfin, les cadres, un peu des sautels, ils partent dans le Perche, c'est 2 heures. En voiture, c'est 2 heures. Et voilà, le type, c'est formidable, je reviens 2 fois en entreprise dans la semaine. Et puis je suis là, je fais mes carottes bio à côté, etc. Mais c'est vrai ça. Maintenant, quel est le nombre de gens qui sont réellement discutés avec les agents immobiliers? Il y a eu, fin 2020, même avant l'été 2020, c'est extraordinaire. L'été, vous disiez, c'est 30-40% de plus. Après, ils nous ont dit, fin 2020, bon, j'étais à l'hôpital, moi, enfin, disons, même l'été 2020, ils commencent à dire, oui, les gens vont acheter, mais enfin, ils n'achètent pas. C'est compliqué, ce truc-là. C'est certains métiers particuliers, quoi. Bon, c'est compliqué. Il y en a qui arrivent à le faire. C'est vraiment un idéal pour un certain nombre de métiers de genre, et d'autres qui n'y arrivent pas. Alors, si je fais du cinéma, je fais des films. J'avais fait un film pour, comment ça s'appelle l'émission sur la CPC, tu sais, Expression Directe. Voilà. J'en ai fait plusieurs. Bon, la femme qui filmait, qui était absolument charmante, habitait Toulon, à côté de Toulon. Mais elle venait une fois à Paris. 2 fois, elle faisait tous ses films les 48 heures, et après, elle était dans sa maison à Tours. Je peux le faire, ce genre de choses. Je peux le faire. Pour d'autres choses, c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que c'est très important, ça, aussi. Donc, c'est très inégalitaire, l'histoire du télétravail. Une caissière, c'est compliqué, le télétravail. Même si maintenant, on fait des choses un peu comme ça aussi, d'ailleurs. Une caissière, c'est compliqué pour le télétravail. Donc, je veux dire, on a vraiment une nouvelle inégalité. Et une inégalité qui est mondialisée. Enfin, je disais tout à l'heure, ça c'est quelque chose de très important. Et là, un certain nombre de cols blancs, de cols bleus, aujourd'hui, avec un certain nombre de pays qu'on appelait du tiers-monde, avec beaucoup de mépris il y a quelques années, et qui ont eu des qualifications de plus en plus importantes. N'oublions pas que les pays asiatiques ont quand même des qualifications très importantes. Mais dans certains pays asiatiques, c'est un peu autre chose que la France, même si ça va beaucoup trop loin. Ça, c'est un autre débat. Hein. Quand je disais ça, les syndicalistes, ils se mettaient à hurler, mais Philippe, c'est pas mon modèle. Moi non plus. Mais à partir du moment où vous avez une mise en concurrence par-dessus les frontières, forcément qu'un certain nombre de gens se présentent sur le marché. Bon. Il y a un truc extraordinaire qui vient d'arriver la semaine dernière, dont les journaux n'ont pas parlé, avec la crise ukrainienne, l'épouvantable crise ukrainienne. Et tant mieux, c'est quand même les Pays-Bas. Qu'est-ce que je lis dans un article, un tout petit coin, là, on voit, dans les journaux, vous savez, à la 31e page des Échos, ils disent, on voit une petite nouvelle. Tenez-vous bien, les Ukrainiens qui se réfugient aux Pays-Bas, il n'y a plus du tout ce qu'il y a dans tous les pays qui est légitime, il faut un permis de séjour, il faut un truc, ils peuvent travailler tout de suite quand ils arrivent quasiment. Et qu'est-ce que dit le patronat hollandais? Nous ne trouvions pas les trucs qualifiés. Alors, je ne sais pas comment ils sont embauchés. Hein, franchement, je vais chercher, je vais trouver. Mais ils sont embauchés tout de suite. Il se trouve qu'ils sont sans doute bien formés. Voilà, je veux dire. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui est les flux migratoires. Il y a quelque chose qui se passe qui est tout à fait stupéfiant. C'est tout à fait stupéfiant. J'ai appris ça il y a 3-4 jours. Je préparais la conférence. C'est pas étonnant. Parce que oui, en plus, oui. Quand je dis stupéfiant. Depuis 20-25 ans, oui. on voit justement, notamment dans le domaine de l'informatique, des gens qui, je pense à l'Asie centrale, des gens qui quittent les pays les plus pauvres et qui vont s'installer en Ukraine, en Turquie, etc.
Ouais, pourquoi l'Ukraine, pourquoi la Turquie? Oui, pour rien, parce qu'on les paye, oui, simplement. Non, je veux dire, leur ce qui est famille, stupide. Oui, et donc, il y a déjà toute cette je suis circulation. d'accord. Mais c'est des métiers qualifiés. Ce sont des métiers hautement qualifiés. Voilà, je disais pas hautement, mais voilà. Non, mais ça, c'est un vrai débat. Ce sont des exemples d'informaticiens voilà, je prenais qui, avec l'exemple. une machine, peuvent se poser. C'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Oui, dont je parlais, oui. Mais, ou alors des gens qui font de l'intellectualisme, genre de haut vol, qui écrivent éditorialistes, c'est rigolo, éditorialistes des gens internationaux. Il y en a qui travaillent dans un certain nombre de journaux, qui travaillent ensemble, etc. Il y a un certain nombre de métiers, mais c'est énorme minoritaire. Mais ça existe. Non, que ça arrive, le type il est arrivé il y a 3 jours, il y a un emploi pour vous, et que le patron a dit, moi je ne l'ai pas trouvé chez moi. On n'est pas, je ne vais pas parler des pays, parce que tout le monde va parler, mais on n'est pas dans certains pays, on voit bien qu'il y a encore, même en Europe, un peu une arriération quand même. Les Pays-Bas sont un pays développé. Et vous dites, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver d'emploi hautement qualifié aux Pays-Bas en 2022? Voilà, bonne question, je n'arrive pas à y répondre. Parce qu'on ne peut pas dire que le système des Pays-Bas est un système déficient, je ne crois pas. Je connais un peu la Hollande, pas bien, j'y suis allé plusieurs fois, mais on ne peut pas dire. C'est un autre problème, leur modèle, hein, c'est pas forcément le mien, c'est pas ça. On ne peut pas dire ça. Les Allemands disparaissent depuis très longtemps. Bon. Les Suisses disent pas ça. Et vous savez que le système allemand d'apprentissage bat de l'aile. Ça marche beaucoup moins bien. Pour des raisons pareilles, qui me laissent perplexe. Alors qu'en Suisse, il y a un modèle d'apprentissage encore plus probant, où il y a vraiment le type, il sort de l'université, il est pris en main et tout, il trouve un emploi. Je veux dire, c'est pas pour je sais qu'on compare ces modèles de près. Hein. J'ai connu des Suisses qui m'ont parlé de ça. Ça me laisse perplexe. C'est donc aussi des modèles sociaux complexes, et c'est vrai qu'on n'a pas le même modèle. Mais bon, j'ai trouvé cette information, je me suis dit, c'est quand même. Tant mieux pour eux, c'est pas la question, hein. Le problème n'est pas là. Mais c'est curieux. Bon, voilà. L'une des questions qu'on peut se poser pour le travail à domicile, c'est la durée. Oui. Combien de temps est-ce supportable? Parce que si on travaille vraiment seul, c'est tout de même un système d'autocontrainte qui est extrêmement fort. N'est-ce pas? Et avec une implantation du travail dans son domicile, ce qui est perturbant dès lors qu'on n'est pas complètement isolé. Oui, mais quand vous êtes... Alors, le temps d'une pandémie, oui, 5 ans, 10 ans, comme ça, le travail, c'est quand même un ensemble de relations sociales. Alors, j'en ai pas parlé, ça me paraît tellement évident que... Non, je suis d'accord, c'est vrai. Les ouvrières d'une usine de fabrication de yaourts qui pleurent quand l'usine ferme, c'est pas à cause des yaourts, c'est parce qu'elles perdent leurs copains, leurs copines, les histoires Bon, donc, est-ce qu'on peut vivre comme ça, dans une grande solitude, en allant simplement retrouver des copains au café non, mais je suis d'accord. de temps à autre? Oui, vous savez... c'est pas évident. Et puis il y a le déracinement aussi. Oui. Je suis allée, vous parliez du Caucase, j'ai fait un voyage, j'ai visité l'Afghanistan, j'étais assez surprise de discuter avec les gens, il y avait des enfants, leurs parents travaillaient ailleurs. On déracine les familles aussi. Ah, bien sûr. Vous voyez, c'est toute cette mondialisation quand même, mais source de déracinement. Déjà, on déracine les gens en étant, effectivement, comme vous dites, on n'est plus en relation. Et puis, ils ont leur famille non plus, parce que le père travaille. Pour répondre à Bertrand, c'est tout à fait juste. Hein. Le problème, c'est que. Je suis d'accord. En même temps, il y a certains métiers, on est quand même relativement seul, je veux dire. Même naturellement, enfin, je veux dire. Les profs de fac, le prof de fac qui a dit de ça avec moi l'autre fois à la radio, les heures sont quand même faibles et vous travaillez chez vous. Enfin, je veux dire, un certain nombre de métiers dits intellectuels, vous travaillez quand même chez vous. La personne dont je parle, qui travaille chez Rodeo, c'est un travail assez technique. Voilà. Et pour y aller, c'est compliqué pour lui. Le fac, c'est un milieu social aussi. Comment? C'est un milieu social.
profs de Oui, je suis d'accord. avec des traditions, avec des rites, avec je suis d'accord. les métiers dont nous parlons, les métiers actuels, ce sont des métiers sans aucune tradition, sans rituel, sans rien. C'est des types qui se déplacent, bon, ou en France ou à l'étranger, et qui reproduisent des méthodes de travail qu'ils peuvent reproduire n'importe où, sans avoir les relations sociales qui permettent de supporter le cadre volant, c'est le cadre volant. Oui, mais bon, on en voit, hein, non, mais je suis d'accord. À l'étranger, il y a des espèces de mercenaires internationaux bien sûr, qui se louent fort cher, hein, très cher. Ou pour l'Union européenne, un moment pour l'Union européenne, le lendemain, enfin 5 ans après pour l'OTAN, etc., etc. Et ils gèrent des dossiers. Oui. C'est super technocrates qui sont complètement, qui se foutent en fait de ce qu'ils font. Ils gèrent des trucs. Ils remplissent des cases, ils distribuent des crédits, et puis ils vont ailleurs. À Berlin, à Rome, ailleurs, en Afrique, etc. Pour faire le même boulot dans d'autres conditions. Mais c'est les jeunes cadres dont je parlais qui vont en Thaïlande dans un espace dédié. Mais c'est un niveau supérieur. Les gens qui sont extraordinairement bien payés pour faire ce boulot-là. La personne à laquelle sont là avec son bébé, c'est pas des cadres supérieurs. Et je pense que c'est encore, je suis d'accord entièrement. Ce qui est encore plus grave, c'est que dans ce cadre-là, si se mettait en place tous ces gens qui sont autonomes avec l'informatique, en général, là-dedans, dans l'Afrique, c'est que des gens qui peuvent gérer des trucs. Bon, ils sont très éloignés les uns des autres, même aux États-Unis. Je ne dirais pas comme au début du western, hein, je ne vais pas dire ça comme ça, mais. Et en fait, ils mettent en place un système, au nom d'être leur propre patron, qui est quand même d'une haute solitude, pas de rapport tellement avec les autres. Et en plus, dans une société, moi je crois beaucoup à ça, mais bon, on peut me trouver là-dessus, bon, on n'est pas d'accord avec moi. Je pense qu'il y a le néolibéralisme, il y a aussi la modernité en soi. Et les États-Unis est un pays très moderne, postmoderne, encore plus sans doute que nous, qui résistons toutes nos forces, même si on n'y arrive pas. Et c'est quand même une espèce de monade autosuffisante, comme dirait Leibniz, qui sont là avec l'ordinateur, qui gèrent des choses assez loin, ou dans la nana qui est dedans, elle gère les trucs d'Amazon. Alors l'Amérique c'est grand, elle est peut-être à 800 km, bon, de temps en temps on reçoit un paquet, mais on la voit, les photographies, bon. Et c'est quand même un modèle de société qui est quand même assez étonnant, quoi. On nous dit on n'est pas bien dans notre travail, on n'est pas bien, et en fait on reproduit presque le système, presque en pire, parce que finalement, d'une certaine façon, si j'échoue, c'est de ma faute. Ça pose un vrai problème. Or, c'est plus important qu'on croit. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. C'est ça qui me pose un problème. Là, ceux dont on parle, on est d'accord, c'est une minorité. Oui. Oui, alors oui et non, parce qu'effectivement, là, on est dans la parfaite représentation du ultralibéralisme marchand mondialisé, de marché, et avec simplement des techniques aujourd'hui qui permettent effectivement d'avoir des relations qui ne sont pas physiques, voilà, c'est tout, qui sont des relations, et avec des gens, tu parlais de monades, ce sont des célibataires, ces gens-là, mais même s'ils sont mariés, ils sont célibataires. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Non, mais moi, je ne sais pas comment le couple fonctionne. Mais en l'occurrence, oui, c'est là. Non, mais ce qu'on voit, c'est un monde de célibataires, qui arpentent la planète. Ah non, là, en l'occurrence, c'est la planète, là, c'est bien tranquille, ça. Là, c'est pas la planète. Non, mais on parlait des endroits dédiés, comme des endroits spéciaux à La Réunion, en Turquie, ou n'importe, où ils ont la plage, l'hôtel, les ordis, et ils sont tous ensemble. Bon, je veux dire, c'est quand même un type de population qui est la représentation parfaite d'un marché mondialisé, technique. Donc c'est à la fois technique, mondialisé et marchand. Or, le problème qui était évoqué dans le malaise du rapport au travail, à mon avis, il est différent. Il est de la population la plus majoritaire. Mais ça, on est d'accord. Voilà, et elle entend intégrer l'aspect profondément existentiel qui suppose une famille. Oui, ça c'est. C'est-à-dire que des problèmes avec le confinement ont eu lieu du fait que le milieu du travail n'était pas séparé du milieu familial, par exemple. Et ça a posé des problèmes, des gros problèmes. Voilà. Or, effectivement, et les relations de travail ne sont pas les relations familiales. Et donc, à partir de là,
est venue cette idée d'arriver à unir, mais dans des temps et des lieux différents. Finalement, c'est ça l'idéal. Unir dans des temps et des lieux différents avec des gens appartenant à des domaines différents, quelque chose qui puisse se jouer à la fois existentiellement dans le travail, dans la famille, dans l'environnement, voilà, et arriver à tenir tout ça ensemble. Et donc, finalement, non pas refuser d'être dans le monde marchand. La plupart, on voit bien, des auto-entrepreneurs sont souvent des marchands. Hein, ils sont des intermédiaires d'intermédiaires en plus, etc. Ils sont souvent des marchands. Bon. Donc, c'est pas de refuser le monde marchand, c'est pas non plus, comme on vient de le dire, refuser le monde technique, même la plus haute technologie. C'est finalement, c'est pas non plus refuser l'environnement au point d'être complètement enfermé dans un building, et inversement, avec l'extrême de l'autre côté, de ceux qui sont complètement dans la brousse, dans leur petit coin avec leur potager. Non, c'est d'arriver à tenir tout ça ensemble. Et ça me paraît beaucoup plus autre que le modèle de type marché. Hein. C'est-à-dire, c'est pas ne pas être marchand, c'est pas ne pas être technique, c'est pas ne être que famille ou que environnement, c'est vouloir tout tenir ensemble. Et donc, ça me paraît beaucoup plus typiquement européen et peut-être aussi un peu français, mais assez européen. Et c'est d'ordre existentiel de se dire on est dans un niveau de vie où on doit pouvoir avoir le choix de pouvoir développer notre vie sur différents tableaux. Et donc, ce qui est refusé tout simplement, c'est la tyrannie d'une des logiques. Il ne faut pas être sous la tyrannie d'une des logiques, soit la logique technique, soit la logique marchande, soit même une logique même environnementale. C'est ça, c'est essayer d'échapper à une tyrannie d'une logique en tenant ensemble plusieurs aspects. Alors, moi, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que, et là, pourquoi les États-Unis sont un exemple intéressant avec les gens en question? Parce qu'il y avait cette recherche. Le problème, est-ce qu'on a, ça c'est un débat vraiment politique, est-ce qu'on a les lieux dédiés ou les intermédiations, comme il dit, j'aime pas ça, ou les médiations qui pourraient nous permettre de réconcilier ce que tu viens de dire? C'est ça la question centrale. Quand tu es dans un pays où les partis politiques sont morts, enfin, en tout cas certains complètement morts, où le syndicalisme n'est pas dans un bon état, où on n'arrive pas. Alors on nous dit toujours il y a une vie associative. Moi enfin, il y a une vie associative. Mais moi ça me fait toujours un peu sourire. Monsieur, les vies associatives dans les patelins, dans les communes, bon, c'est souvent des choses très dédiées, très précises, c'est le jour de boule, c'est je sais pas quoi, tu vois, j'ai rien contre. Mais est-ce qu'il y a les lieux de médiation qui nous permettraient de pouvoir réconcilier ça? Je ne suis pas sûr, parce que la structuration, il y a une poussière de lieux de ce type-là. Il n'y en a plus, où on pourrait, effectivement, je pourrais prendre un exemple, enfin j'y pense par exemple, puisque je pense au syndicalisme, au mouvement social, pendant longtemps il y a eu des bourses du travail. Les bourses du travail, à la gare de 14, elles sont, on y fait des cours du soir, il y a des bureaux de placement, je veux dire, bon, il y a encore des bourses de travail, il y en a une excellente à Paris que je connais, hein, on y a fait des choses, c'est pas la question. Mais c'est pas ça qui va créer une médiation sociale dont je parle, qui va nous permettre, sur un certain nombre de points, de faire des choses. Parce que ce que tu dis, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin d'un rapport de force politique, social et syndical, et tout ce qu'on veut. Donc, les lieux n'existent pas. Alors non, je ne veux pas réemprunter le chemin du long envers, des corps intermédiaires qui sont morts, mais c'est quand même un peu ça. Les corps intermédiaires, soit sont morts, soit sont en crise, parce que tout simplement, quand même, on a le droit de le faire, c'est pas nous attaquer nous-mêmes ou un certain nombre de personnes, parce que personne se presse au portillon pour dire je vais m'engager pour faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un vrai problème démocratique. C'est un problème démocratique d'essence. C'est quand même, il y a sur cette question-là, bon, mort, c'est peut-être un peu excessif, mais il y a quand même une crise vraiment profonde. Oh, je ne veux pas être méchant, mais le nombre de gens qui vous disent, quand vous lancez des trucs, parce que bon, il y a des gens qui font des choses, d'autres qui en font moins, à chaque fois que vous faites quelque chose, alors on va venir, on va faire, etc. Et il y a très peu de gens qui à l'arrivée se croient, il faut quand même dire la vérité.
J'ai connu ça quand même pas mal de fois dans ma vie. C'est pas une critique. Moi, j'ai rien à dire. Je dis pas que je suis génial, moi, les autres, c'est pas ça du tout. Simplement qu'il faut aussi que les gens se mettent un peu en route, quand même. Quelque part, on s'en sortira pas s'il n'y a pas. Tu parles d'existentiel. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais quelque part, il faut, à un moment donné, comme on disait à 68, quelque part, il faut se mettre un peu en route, c'est-à-dire, c'est pas une thèse libérale que je dis, c'est pas chacun doit s'occuper de lui, c'est pas ça. C'est simplement, il faut avancer ensemble sur certains sujets. Si on ne le fait pas, quelquefois, il y a des choses qui se font. Et ça marche, c'est très bien. Mais il y a quand même, les gens sont un peu frileux. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand je parle de nouvelle participation, parce que je pense que la réforme de l'entreprise est un vrai sujet, c'est pour ça que, en même temps, j'ai quand même des craintes, comme l'anarchiste dont je parlais, qu'il y ait peu de gens à l'arrivée qui se mettent en marche. C'est ça le fond du problème. À un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Une déclic doit être donné par nous, par le politique. Il y a une vertu d'exemple. Le politique, il y a une vertu d'exemple. Si on n'est pas dans la vertu d'exemple, les gens se bougeront pas. Moi, j'en suis persuadé. Voilà. Chers amis, terminons on arrête. Sur la vertu d'exemple. Oui, pourquoi pas, c'est gentil. Merci Philippe. Ça fait pas de mal. Vous avez été exemplaire.